Ronald, Anthony, on est en live. Bonsoir à tous. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Dites-nous dans le chat si c'est bon pour vous. En tout cas, merci à tous d'être encore aussi nombreux ce soir présents pour ce dernier jour. Réginald, c'est déjà le dernier jour. Ça fait 3 soirs. Non, c'est le troisième jour. C'est pas le dernier jour. Ne soyons pas péjoratifs. Moi, je me suis régalé pendant les 2 premiers et je pense que je vais me régaler le troisième. Voilà. Il n'y a ni premier ni dernier. C'est clair. Et ce soir, on a Anthony Bertou qui est avec nous pour intervenir sur toute la partie de notre soirée. On va voir ensuite, je laisserai Anthony se présenter après. Je voulais juste vous refaire un petit peu le point sur l'organisation. Pour rappel, vous avez l'intégralité des replays que l'équipe de Mentor Show vous met dans le chat. C'est le petit lien /replay directement. J'ai vu énormément de questions là-dessus. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et vous avez le replay donc, du premier jour, du deuxième jour et aussi de ce soir qui sont accessibles totalement gratuitement. Donc, profitez-en. Vous allez pouvoir prendre des notes, revoir tous les conseils. C'est accessible pour vous tous. Pour rappel, donc, on a vu le premier soir avec Réginald pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids même en faisant attention. On était hier avec Marion Kaplan, on a parlé des aliments à ne pas manger et de plein d'autres choses. Pourquoi votre alimentation ne vous convient peut-être pas, même si vous mangez sainement. Tout ça, c'est en replay directement sur votre lien, donc profitez-en. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire ce challenge avec vous. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour rappel, on va prendre une session de questions-réponses. On va pouvoir répondre à toutes vos questions avec Anthony et Réginald. Et je remercie aussi tous ceux qui ont rejoint la masterclass de Réginald les 2 derniers jours. J'ai vu que vous étiez des centaines déjà à l'avoir rejoint. Donc, merci beaucoup d'avoir sauté le pas. Merci à tous de nous faire confiance, de faire confiance à Réginald. Ça fait vraiment plaisir. Et bonne conférence à vous tous. Profitez-en. Réginald, peut-être je peux te laisser présenter le programme du jour. Et après, Anthony, je te laisserai te présenter. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder un point qui m'est très cher parce que, je l'ai dit, je l'ai répété, on ne peut pas avoir un nouvel équilibre alimentaire, qu'il soit restrictif ou pas, sans exercice physique. Et là, on va retrouver tous les cas de figure. Les personnes qui n'ont jamais fait d'exercice physique, celles qui détestent l'exercice physique, celles qui en ont fait, celles qui ont déjà une masse musculaire, celles qui ont de l'arthrose, celles qui ont physiquement une difficulté parce qu'avec l'âge, on a parfois des problèmes articulaires, des problèmes musculaires. Mais l'exercice physique, pour moi, reste vraiment l'alpha et l'oméga d'un nouvel équilibre alimentaire. On ne peut pas imaginer perdre de poids si on n'a pas d'exercice physique pour une raison simple, c'est que les 2 endroits où on brûle le plus de calories dans notre organisme, 1, c'est le cerveau, et 2, ce sont les muscles. Et nos muscles constituent en général, et pour la plupart des gens, plus de 50% de notre corps, de notre composition corporelle. Donc, comme j'ai déjà pris l'exemple, si vous aviez une entreprise demain et que la moitié de votre personnel ne travaille pas, votre possibilité de survivre est relative. Eh bien, c'est la même chose avec votre corps. Nous sommes les enfants des survivants. Nous sommes ici devant vous parce que nos aïeux ont chassé, nos aïeux n'ont pas été dévorés, nos aïeux avaient une obligation d'avoir des muscles en bon état, parce que sinon, c'était la famine ou c'était le fait d'être dévoré. Et donc, le paradigme a changé aujourd'hui parce que nous sommes dans une période d'abondance. Pas d'abondance de mots produits, d'abondance. Et comme nous avons une relation très particulière aux aliments, particulièrement au sucre, eh bien, on est inondé par ce sucre. Et donc, voilà, et tout le monde aujourd'hui a envie de perdre du poids. Il y a aussi les médicaments, les nouveaux médicaments qui sont sortis, qui sont des armes très efficaces, mais qui ont un inconvénient majeur. C'est que leur inconvénient et leur force, on perd du poids, mais on perd du muscle. Et quand on perd du muscle, le jour… Alors, soit on veut prendre des médicaments à vie, cela dit, c'est une décision qui n'est pas anodine, soit on se dit qu'à un moment, on va arrêter. Et si on arrête, il y a un papier du Lancet qui a été publié il y a 1 mois et demi, qui prouve que lorsqu'on arrête ces médicaments, que ce soit les sémaglutide, dulaglutide ou tirzépatide, eh bien, on reprend 110% de son poids. C'est-à-dire qu'on en prend 10 de plus. Pourquoi ? Parce que la masse musculaire est absente, elle a fondu. Voilà, donc je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Anthony Bertou,
parce qu'il sait de quoi il parle. Il a, au niveau activité physique, je pense qu'il va beaucoup nous éclairer et m'éclairer, parce qu'il y en a toujours à apprendre. Et on va expliquer pourquoi le métabolisme de base, qui était une notion nouvelle, et on va prendre un peu de temps avec Anthony pour l'expliquer, parce que c'est vraiment une notion fondamentale quand on parle de perte de poids. Si on ne comprend pas le métabolisme de base, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe dans son organisme. Ensuite, on va travailler sur, on va décrire quels sont les mouvements, l'activité physique et comment ça joue un rôle dans la régulation. On en a parlé un peu sur le métabolisme de l'insuline, la résistance à l'insuline. La première façon de combattre la résistance à l'insuline, qui est la mère de toutes les maladies, la mère de toutes les maladies, que ce soit le prédiabète, la stéatose hépatique, le syndrome de l'ovaire polycystique, le diabète de type 2, c'est la résistance à l'insuline. Et la meilleure façon de lutter contre la résistance à l'insuline, c'est l'exercice physique régulier. Voilà. Donc, je suis ravi, Anthony, de t'accueillir. On va peut-être se challenger un peu de temps en temps, parce que entre spécialistes, on n'est pas toujours d'accord. Mais voilà. Et les amis qui nous écoutent, eh bien, je leur demande d'intervenir. On va essayer, après je me tais, on va essayer de répondre un peu plus aux questions que les deux précédents soirs, parce qu'il y a eu vraiment une demande et Sébastien nous l'a renvoyé. Il faut qu'on réponde à vos questions. On va répondre à vos questions. Voilà, Anthony, c'est à moi. Sur le métabolisme de base. Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me donner la parole. Merci de ton invitation, Réginald. Merci aussi, Sébastien, pour l'organisation. Alors, tu as parfaitement bien introduit le sujet de… Vous m'entendez? Parce que l'image est figée. Oui, c'est bon? Oui, bien. C'est bien. Ah ouais. Je voyais… Ok, c'est bon. Je croyais qu'il y avait un problème d'Internet, donc c'est tout bon. Tu as parlé de cette complémentarité et comme tu le disais également, de ce côté indissociable de l'alimentation et de l'activité physique. C'est-à-dire que ça, c'est un élément sur lequel j'insiste aussi systématiquement. C'est vrai que ce sont mes deux spécialités. Alors, je vais me présenter effectivement peut-être rapidement. Vous êtes sûr que vous m'entendez bien? Parce que moi, Tu n'as pas de retour. Tu n'as pas de retour, toi? Tu n'as pas un bon retour? Non, en fait, ça lag, tu vois, avec des images figées un petit peu, mais si vous m'entendez, c'est le principal. On t'entend très bien, on te voit très bien. Ouais, et tout le chat t'entend très bien, l'équipe vient de me remonter, tout fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci. Bon, et tu peux te présenter avec plaisir. Donc voilà, Anthony Berthoud, moi je suis nutritionniste et effectivement, j'ai connu la nutrition en tant qu'athlète. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit vulgairement, au sens où je m'intéressais à la nutrition déjà à l'âge de 12-13 ans. Donc j'ai fait toutes mes études en sport-études, j'ai fait partie donc, de l'équipe de France junior de triathlon et j'en ai fait après toutes mes études, mon parcours universitaire et j'ai suivi beaucoup d'équipes olympiques, d'équipes de France avec un tropisme dans l'endurance, mais également les équipes olympiques de canoë-kayak, de ski alpin, de patinage artistique, de cyclisme sur piste par exemple. Donc, c'est vrai que je suis un convaincu forcément de l'importance de la nutrition. Et pour finir de me présenter, donc j'ai également enseigné notamment à l'École polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux 2050, donc les projections systémiques des enjeux de la nutrition. Donc, c'est pas notre thématique de ce soir. Pour compléter un petit peu ma présentation, j'ai écrit 7 livres, et notamment sur cette approche assez systémique. Et quand on parle de systémie, on ne peut pas dissocier, encore une fois, le mouvement musculaire avec la qualité de l'alimentation. Et comme tu le disais très bien, Réginald, sur le métabolisme de base, c'est un élément qui est clé. Pour le définir de manière assez simple, c'est l'énergie que vous allez dépenser au quotidien pour assurer vos fonctions vitales au repos. Alors pas en dormant, mais vraiment en imaginant que vous soyez à neutralité thermique, allongé tout au long de la journée, sans avoir besoin de digestion, sans stress. C'est un peu, si je caricature, ce qu'on va définir comme le métabolisme de base. Et de manière très arithmétique, plus le métabolisme est élevé, plus vous brûlez des calories indépendamment des activités physiques que vous allez faire au cours de la journée. Et plus il est bas, et plus vous avez un phénotype d'épargne, plus vous avez tendance à préserver un petit peu donc, les calories. Et c'est vrai que dans la notion de la gestion du poids, et pour rebondir aussi, Réginald, sur cette notion de chasseur-cueilleur, c'est vrai qu'on considérait qu'avant, quelqu'un qui avait tendance à stocker plus facilement
était quelqu'un qui survivait davantage à des périodes de pénurie, là où aujourd'hui, dans notre société, comme tu disais très bien, d'abondance, on a plus une problématique de prise de poids pour des personnes qui ont tendance à avoir cette capacité à stocker davantage. Donc, ce qui était un avantage hier devient un inconvénient aujourd'hui et vice-versa. Donc, il n'y a pas de moins bien ou de mieux, mais vraiment une question de contexte. Et c'est vrai que, et tu l'as très bien dit, le métabolisme de base, c'est une part très importante, pardon, la masse musculaire dans le métabolisme de base est une part très importante dans la dépense calorique, mais c'est surtout le seul levier actionnable. C'est-à-dire que vos organes, le cerveau, le système digestif, le contrôle de la température, on va pas les maîtriser ou de manière extrêmement insignifiante. Par contre, ce que vous pouvez vraiment maîtriser, c'est effectivement votre masse musculaire. Et alors j'avance peut-être un petit peu, mais pour introduire cette notion, un régime qui va être mal mené, alors on pourrait mettre beaucoup de sens, mais en tout cas, d'un point de vue mal mené. Exactement. C'est un régime qui va induire une fonte musculaire. Et par rapport notamment donc, au traitement, c'est aussi ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'aujourd'hui, avec ces traitements, un des risques, c'est la fonte musculaire et donc une baisse du métabolisme de base. Et finalement, à niveau d'apport calorique égal après ce traitement ou après le régime, la personne reprend du poids, puisqu'en fait, elle fonctionne avec moins de calories. Et non seulement elle reprend du poids, mais sa silhouette a changé. Donc en fait, il y a aussi une mésestime, un changement ne serait-ce que de l'image, de la tonicité, ce qui fait que ça peut amener un cercle vicieux où la personne va vouloir faire un régime encore plus drastique, va encore perdre de la masse musculaire, baisser son métabolisme de base. Et c'est ces fameux régimes yo-yo qu'on connaît avec des patients qui parfois arrivent à des niveaux de dépenses énergétiques caloriques qui sont très faibles parce qu'il y a eu en fait, c'est une adaptation, mais qui ne se fait pas dans le bon sens pour nous aujourd'hui. Je voudrais juste prendre un petit exemple, Anthony, si tu me permets, sur, par exemple, les fumeurs. Un fumeur, c'est quelqu'un qui brûle en moyenne 300 calories de plus que les autres parce qu'il fume. Parce que l'acide nicotinique est un booster du métabolisme. Et donc, quand il va arrêter de fumer, même s'il mange exactement la même chose, il va brûler naturellement à l'arrêt, comme tu l'as très bien dit, 300 calories de moins. 300 calories par 30, ça fait 9000. 9000 calories, c'est 1 kg de gras. 1 kg de gras, ça prend 1 kg d'eau, c'est 2 kg. Donc, au bout de 6 mois, il a pris 12 kg. Voilà. Donc, en fait, ce métabolisme, c'est la clé du succès. Et dans la méthode que moi, je revendique, ce qui est important, c'est de ne pas reprendre le poids. Et il n'y a qu'une solution pour ne pas reprendre son poids, c'est d'augmenter sa masse musculaire. Voilà. En tout cas, de la maintenir. Et je vais rebondir sur... alors, je m'excuse si je coupe ou pas, parce qu'il y a vraiment un décalage de vidéo et de son pour moi. Donc, si pour vous, c'est bon. En tout cas, je suis désolé par avance si c'est le cas. Non, ne t'inquiète pas, nous, ça passe très bien. Donc, la montée, l'amont passe, l'aval passe pas. Ok. Alors, moi, c'est très métallique comme réponse, mais j'ai compris le principal, donc c'est bon. On parle aujourd'hui des sportifs sédentaires. Et ça, c'est une expression que j'aime beaucoup reprendre parce que quand on pense activité physique, on pense sport. Et effectivement, si vous pouvez faire du sport, c'est l'idéal. On va parler peut-être aussi des typologies de sport, de ce qu'on peut mettre en place parce qu'il y a la notion de brûler des calories. Ça, c'est notamment les sports aérobies, c'est-à-dire de la course à pied, du vélo, de la natation qui vont être adaptés. Mais on a aussi besoin d'y croiser d'autres types d'efforts. On va y venir. Mais ça, c'est votre pratique sportive. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont faire 1 heure de sport par jour et qui restent assis au moins 7 heures par jour sur une chaise. Et ce sont des sportifs sédentaires. Il faut savoir, et c'est très bien documenté dans la littérature aujourd'hui, que ces personnes déclenchent des complications métaboliques, notamment liées au métabolisme de l'insuline, des complications cardiovasculaires, indépendamment du bénéfice acquis par cette heure de sport. Donc en fait, quand on parle d'activité physique, il faut bien penser 2 choses absolument essentielles. C'est effectivement du sport, de la bonne façon, mais être dans du mouvement musculaire. Et on estime qu'on devrait bouger à peu près 3 à 5 minutes toutes les 30 minutes.
Donc, quand on voit aujourd'hui notre modèle de société, j'ai envie de dire, de travail, c'est très compliqué. Donc, ça veut dire simplement aller voir un collègue, aller boire un verre d'eau, aller monter un escalier, pourquoi pas faire quelques squats si vous êtes un peu plus courageux, peu importe, mais d'être dans le mouvement. Et comme tu le précisais, Réginald, très bien, on est programmé pour être dans l'activité, au sens d'aller chasser, d'aller cueillir. Notre génétique, elle est dans le mouvement. Et je dis toujours que ce n'est pas l'activité physique qui améliore la santé, c'est la sédentarité qui la dégrade. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer de paradigme et de se dire que ce qui est l'anormalité, c'est-à-dire l'apostrophe anormalité, c'est de ne pas bouger. La normalité, c'est d'être dans le mouvement. Mais dans une société qui nous a... Voilà, oui, mais dans ce cas, là aussi, il y a une espèce de convergence politique. On va faire une petite minute politique. Que ce soit l'urbanisme, on en a parlé une soirée, l'urbanisme n'est pas conçu pour que nous dépensions des calories. Exactement. Pas du tout, pour que nous bougions. Deuxièmement, il y a aussi l'introduction du distanciel. C'est-à-dire que là, on est assis devant une caméra et c'est l'idée un peu qu'on a développée, qui est développée par deux philosophes que j'ai cités à plusieurs reprises, mais je les cite à chaque fois, qui sont David Le Breton et Vigarello, qui parlent de société assise. Nous sommes entrés dans une société assise. Et cette société assise est d'un danger absolu pour l'espèce. Absolu. Et donc, il faut trouver, moi je le dis à mes patients, c'est votre nouveau job, c'est de bouger. Parce que si vous voulez voir vos arrière-petits-enfants, eh ben, parce que vous pouvez aujourd'hui, l'espérance de vie d'un bébé qui naît aujourd'hui, c'est à peu près un siècle. Mais un siècle, il faut qu'il soit un siècle en bonne santé, avec toute sa tête. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. C'est de faire de l'exercice, faire de l'hormone de croissance, réfléchir et bouger. Voilà. Donc, je tenais à le dire. J'ai forcément envie de rebondir sur ce que tu dis, et notamment pour les enfants, il faut savoir qu'en l'espace de moins de 2 générations, on a perdu 25% des fonctions cardio-respiratoires. C'est juste considérable. C'est-à-dire que c'est effectivement une question de survie d'espèces. Alors, on ne va pas parler d'anthropocène ou de déclin d'espèces, qui est un autre sujet, mais moi, je dis toujours, on a créé une société de confort. Et ça nous a apporté énormément d'avantages. Il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie, de se dire que c'était mieux avant. C'est plus de considérer qu'est-ce qu'on peut aller chercher effectivement d'un certain mode de vie, de positif, pour améliorer nos conditions dans le mode de vie dans lequel on est actuellement. Et le mouvement, il est clé. Je me permets de parler d'un livre que j'ai eu la chance de préfacer, d'Alexandre Dana. Ils sont 2 co-auteurs, mais dont Alexandre Dana, que je connais particulièrement, qui s'appelle La chaise tue. Donc, si jamais vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à lire ce livre qui est extrêmement bien fait sur cette notion notamment de sédentarité et de manque d'activité. Tout à fait. Donc, en fait, il y a une véritable volonté, je crois, politique, parce que quand les gens sont chez eux et assis, eh bien, c'est plus tranquille pour la société. Alors que moi, je suis frappé, par exemple, quand je travaillais dans les hôpitaux, il y avait parfois des comités pour les constructions des hôpitaux, et j'étais frappé dès qu'il y avait un endroit, un parc autour qui était entouré par des immeubles. Eh bien, on voulait que ce parc, pas l'hôpital, mais les riverains voulaient qu'il y ait un petit jardin avec des fleurs, des plantes et des machins, et pas un endroit pour que les enfants puissent jouer. C'est vraiment ancré dans les politiques aujourd'hui de la ville, et je pense qu'il faut s'insurger contre ça. Il faut que les enfants puissent jouer à l'extérieur. Ça, c'est très important. Je pense qu'on a un petit problème sur d'Internet avec Anthony, donc on va continuer le temps que le réglage s'effectue. Donc, sur le métabolisme de base, parce que c'est une notion très importante et qu'a expliqué Anthony, il y a le métabolisme de base et puis il y a le métabolisme total. Alors, le métabolisme total, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment votre empreinte carbone. C'est ce que vous brûlez en tout. Et ce métabolisme total, il est constitué d'abord par le métabolisme de base, qui lui est lié à votre masse musculaire, c'est la seule variable d'ajustement, plus elle est importante, et ainsi de suite. Et puis vous avez la digestion, qui est en général de 10% du métabolisme de base, en moyenne. Pourquoi? Parce que vous brûlez des calories pour digérer.
Donc, c'est 10%. C'est d'ailleurs pour ça que quand l'hydrocution, c'est simple, vous allez dans l'eau, elle est très froide, vous venez de manger, la température de votre abdomen a augmenté, et puis il y a une sidération du diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui vous permet de respirer. Et à ce moment-là, il y a une crampe du diaphragme, on ne peut plus respirer, et on peut même se noyer dans 50 cm d'eau. Donc, quand on a un repas important et gras, eh bien, on ne va pas se baigner immédiatement parce qu'il y a une élévation de la température. Anthony, j'ai commencé à parler du métabolisme total. Donc, le métabolisme total, c'est le métabolisme de base dont tu as parlé, plus la digestion qui fait en moyenne 10% du métabolisme de base. Et au-dessus, il y a l'activité physique. Et l'activité physique, c'est une variable. Mais vous voyez que c'est une variable dans la variable. Dans le métabolisme de base, l'activité physique va permettre de développer la musculature, ce qui fait que va augmenter un petit peu le métabolisme de base. Et dans le métabolisme total, l'activité physique va encore augmenter ce métabolisme. Donc, c'est un effet, un double effet bénéfique. Et non seulement on augmente son métabolisme de base, bien entendu, pas de façon drastique parce qu'il faut du temps pour faire des muscles, et de l'autre côté, eh bien, on augmente son activité physique et on augmente son métabolisme total, donc son empreinte carbone augmente. Voilà. Exactement, et c'est souvent quand on parle de cette notion, notamment alors je m'excuse parce que j'ai eu vraiment un problème d'internet, j'ai redémarré la box et j'espère que ce sera bon. Normalement, j'ai plutôt une bonne connexion, mais ce soir, c'est la chaleur. Donc toujours est-il que quand vous les allez faire du muscle, en fait, vous avez besoin d'énergie pour construire le muscle, c'est-à-dire l'énergie de l'anabolisme, et vous avez besoin après de calories pour entretenir ce muscle-là. Donc en fait, effectivement, quand vous allez prendre de la masse musculaire, pour quelqu'un qui veut bien gérer son poids, c'est un avantage qui est très, très intéressant. Et encore une fois, c'est un levier d'ajustement qu'on maîtrise. Qu'on maîtrise au sens où on va pouvoir agir dessus. Une action dessus. Volontaire. Voilà, et tu le disais très bien, ça prend du temps. Et ça, c'est, je pense, aussi très important à retenir, à savoir que si vous faites un régime qui est mal géré, vous pouvez perdre de la masse musculaire très vite. Absolument. Par contre, de reprendre la masse musculaire par la suite, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus avec l'âge qui va avancer ou au niveau hormonal, on n'est plus dans un contexte qui est optimal. Donc, ça renforce vraiment l'importance d'avoir un accompagnement, d'avoir un programme de l'activité physique et de la nutrition pour faire en sorte que, effectivement, il y a un schéma vertueux et pas ce cercle vicieux, j'ai envie de dire, des régimes yo-yo qu'on connaît. Et c'est vrai que si j'enchaîne peut-être un petit peu à ce niveau-là sur le type d'activité, on a à l'esprit que plus on va brûler des calories par l'activité elle-même, et mieux c'est. Alors moi, je viens du monde de l'endurance. C'est pas tout à fait vrai. Hein. Voilà, exactement. Tu veux rebondir peut-être ou... Non, je voulais juste te dire une chose pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu as introduit, et après on va rentrer justement dans cette technique, parce que cette technique, hein, l'exercice physique, c'est pas un truc simple, c'est un truc il faut comprendre et tu vas l'expliquer. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que quels sont les nutriments dont nous avons besoin pour fabriquer des muscles? Je pense que pour fabriquer des muscles, il faut de l'eau, il faut des protéines, il faut des minéraux, et donc c'est important de faire très attention à l'apport protéique, parce que j'ai parlé il y a l'avant-dernière présentation de la séquestration splanchnique, par exemple, qui est quelque chose qui arrive après 55-60 ans, où le tube digestif, je répète ce que c'est la séquestration splanchnique. Splanchnique, ça vient de splank, tube digestif, et en fait, le tube digestif est l'organe qui vivra le plus vieux, il vous accompagnera le plus longtemps possible, parce que s'il ne vous accompagne pas, de toute façon, il n'y a pas d'issue. Et il vous prend 25% de vos protéines, vos acides aminés, lors de la digestion, pour lui-même, pour se construire, pour se renouveler. Mais après 55-60 ans, il en prend 50%. Donc, il est très important d'avoir toujours un apport protéique suffisant. L'apport protéique, en moyenne, c'est avant 55 ans, c'est 1 gramme par kilo et par jour de protéines à haute valeur nutritionnelle, parce que la valeur nutritionnelle des protéines est très importante aussi en termes d'acides aminés essentiels. Et puis, après 55-60 ans, c'est 1,3 g, 1,4 g ou 1,5 g par kilo et par jour de protéines. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Anthony? Voilà. Donc, il y a l'hydratation. Oui. Alors, encore une fois,
il y a ce problème de décalage. Donc, Mais c'est pas grave. Fais comme tu je le coupe fais. involontairement. Il n'y a pas de problème. On t'écoute. Donc, je disais que dans ce que j'ai entendu, j'étais d'accord. Je n'ai pas tout entendu. Mais effectivement, cette logique d'apport protéique est très importante. Alors déjà, dans le cadre d'un régime, notamment d'un régime amincissant, hypocalorique, on veut mincir, perdre du poids, augmenter justement l'apport en protéines pour en principe. La première, c'est qu'on va avoir un effet de satiété, ça permet aussi d'apporter des aliments qui vont être plaisants, etc. Mais surtout, on veut éviter qu'il y ait une surutilisation des protéines de l'organisme, parce que justement, la conséquence, ça serait une baisse de la masse musculaire et une baisse du métabolisme de base. Donc, quand je dis naturellement, logiquement, on augmente les apports protéiques pendant une phase d'amincissement pour justement préserver cet aspect. Et si en plus, effectivement, vous souhaitez prendre de la masse musculaire, je te rejoins sur ces notions de ratio, de quantité. On va dire, moi, je parle souvent d'1,3 g à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel, notamment pour des gens qui font de l'activité sportive ou physique régulière. Et si on veut être dans ce qu'on appelle de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire qu'on veut prendre de la masse musculaire, là, de manière plus ponctuelle, on va monter à peu près à 2 grammes, voire un peu plus. Mais c'est quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des coachs qui vont parler de ces notions de protéines. On voit des fois des apports à 2,5 g, 3 grammes. Beaucoup trop. Voilà, c'est sur du long terme, c'est effectivement absolument déjà pas justifié. Et 2 grammes, c'est déjà beaucoup. Et c'est toujours en complément d'un programme d'entraînement qui va vous permettre de prendre cette masse. Parce que c'est très bien de manger plus de protéines, mais si vous ne faites pas de l'exercice spécifique pour développer votre masse, vos protéines, je ne vais pas dire qu'elles serviront à rien, mais en tout cas, elles n'auront pas ce rôle-là. Donc, c'est toujours avoir en tête qu'il y a 2 éléments qui sont indissociables, c'est le mouvement et la... Alors justement, je prends la balle au bon, si j'ose dire, c'est est-ce que tu peux nous dire quels sont les exercices? Parce qu'on va essayer de prendre des catégories de personnes. Les personnes qui nous écoutent, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des costauds, des pas costauds, il y a des gens qui ont fait de l'exercice, qui n'ont pas fait d'exercice. Alors, première chose que je te demande, c'est comment fait-on, comment on peut initier une masse musculaire? Parce que moi, j'ai des patientes qui viennent et je leur dis, c'est simple. Vous voulez perdre du poids, on va mettre en place un nouvel équilibre alimentaire, normoprotéiné, ce que j'appelle le normoprotéiné, parce que le problème des restrictifs, c'est qu'on baisse tout. Alors, il ne faut pas baisser la protéine, il faut qu'elle soit normoprotéinée. Mais après, elle me demande quel exercice physique. Et c'est là où c'est compliqué, parce que là, l'âge, ménopause, pas ménopause, voilà. Donc, je te laisse la parole. C'est ça. Si j'ai 2 heures devant moi, je peux... Non, 2 jours. En colloque. Plus sérieusement, en fait, pour répondre, je vais rappeler une définition que j'aime bien préciser, qui est la définition de l'hormèse. L'hormèse, c'est un principe initialement de toxicologie qui nous dit que le même stress peut être positif ou peut être délétère. Alors, je ne parle pas de stress émotionnel, je parle de stress au sens cellulaire et donc de l'activité physique. Donc, ce stress peut être positif ou délétère en fonction de sa durée, en fonction de son intensité ou de son amplitude, mais surtout en fonction de celui qui reçoit ce stress. Et donc, aller définir un programme d'entraînement. Alors, moi, je ne suis pas du tout coach sportif. Mon métier, c'est avant tout la nutrition. Mais d'être accompagné, c'est un élément qui est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on va partir d'un point de départ qui est celui de la personne. Si je demande à quelqu'un qui fait du triathlon, Ironman, qui fait de l'ultra-trail, d'aller faire 45 minutes de footing, ça sera de la récupération musculaire pour lui. Si on le demande à une personne qui souffre d'obésité, qui est sédentaire depuis 20 ans, ces 3/4 d'heure de footing, ça sera beaucoup trop, ça sera de la blessure, la démotivation, de courbature, voire blessure, etc. Donc en fait, par définition, c'est très relatif, mais on a une notion qu'on appelle la quantification de stress, c'est-à-dire qu'on va toujours y aller de manière très progressive. Donc pour quelqu'un qui est sédentaire depuis X années, déjà, c'est ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire remettre du mouvement. Avant même de parler de sport ou quoi que ce soit, toutes les demi-heures, d'aller bouger. Et l'utilisation du poids de corps
déjà est très, très intéressant. C'est-à-dire, je vous parlais des squats, d'aller faire, on n'est pas obligé d'aller faire des pompes pour, voilà, pour certains, mais simplement de se mettre contre un mur et de simuler des pompes, mais contre le mur et non pas par terre. Ça, beaucoup, beaucoup de personnes peuvent le faire et je vais pas dire, on réactive une mémoire musculaire, mais on a une mémoire musculaire et ça dépend de notre passif. Si vous avez été sportif pendant que vous étiez enfant très régulièrement, cette mémoire musculaire, elle va revenir très rapidement. Si ce n'est pas le cas, eh ben, vous irez beaucoup plus progressivement. Mais déjà, sans même parler de la durée de l'effort ou quoi que ce soit, c'est avoir en tête qu'on va associer plusieurs types d'efforts. C'est-à-dire avoir effectivement un effort plutôt en aérobie. Donc classiquement, on a la natation, on a le vélo, qui peuvent être intéressants pour des personnes qui souffrent encore une fois, d'obésité, de troubles articulaires, parce qu'on est sur des sports qui sont portés. Et donc ça va aider à accuser le coup du stress mécanique qui va être lié à l'onde de choc à pied quand on court. Donc la course à pied, c'est très très bien, je suis le premier défenseur, mais pas n'importe comment. Donc, Pas tout le monde. voilà, exactement. Et en tout cas, dans un premier temps. Peut-être que dans un deuxième temps, la personne pourra, et c'est l'objectif, se mettre à la course à pied. Si vous avez un surpoids qui est faible, si vous n'avez pas de problématique ostéo-articulaire, qu'effectivement vous êtes plutôt jeune, etc., d'aller courir en faisant des périodes de pause, c'est-à-dire courir à son rythme. On parle d'endurance fondamentale quand vous pouvez parler, quand vous êtes capable de discuter avec quelqu'un, quand vous êtes capable de normalement respirer avec le nez en courant. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est un bon indicateur. Donc on est sur une intensité qui est absolument pas dangereuse, si je simplifie un petit peu ces éléments-là. Par contre, ça sera important de faire des petits temps de pause, c'est-à-dire de marcher 30 secondes, de reprendre 3 minutes, 30 secondes, je marche. Et vous allez comme ça augmenter la durée de votre activité, réduire les durées. C'est cette notion de simplification de stress. Là, je parle pour quelqu'un qui part de zéro. C'est exactement le cahier des charges. Parce qu'il y a des gens, comme moi, je lis la perte de poids à l'activité physique, je me dois de leur donner des solutions. Parce que si c'est juste dire, ben, faites ci, faites ça, mangez pas ci, mangez pas ça n'a strictement aucun intérêt et ça ne marchera pas. Et tu vois, c'est un accompagnement long. Parce que c'est un temps long. Perdre du poids durablement, c'est un temps long qui nécessite aussi la décision de la personne en face de se remettre au mouvement. Le mouvement, c'est... J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais quand on dit le mouvement, c'est la vie, c'est vrai. Ouais, c'est très très bien de le rappeler, c'est-à-dire que c'est non négociable au sens... Ouais, exactement, j'utilise exactement le même mot que toi. C'est non négociable, sinon c'est pas la peine. Gardez votre argent, allez acheter une revue et puis c'est tout. Mais la réalité, c'est... Et puis de vérifier. Alors je vous le dis, ça n'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi je vais jusqu'à parfois leur donner une balance à impédance-métrie. Elles ne sont pas très fiables, hein, les balances à impédance-métrie de base, mais au moins je leur dis ce qui est important, c'est la variation. C'est de voir effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ils s'aperçoivent d'ailleurs que la masse maigre, ce qu'ils appellent la masse musculaire avec les organes, augmente doucement. Ce n'est pas quelque chose qui va augmenter parce que j'ai fait une séance de... Voilà. Et là, ils s'aperçoivent du travail à faire. Exactement. Vous allez pas prendre 5 kilos de muscle en un mois, quoi. Ça, faut bien l'avoir en tête. Et si on vous vend ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, la masse musculaire, elle va se construire dans le temps. Mais en fait, par rapport à cette logique de poids, il y a deux choses. Il y a la dépense énergétique. Et là, c'est la notion d'aérobie que j'ai mentionnée avec ce type de sport. Et ce à quoi on va coupler, après, effectivement, des exercices qu'on appelle par résistance, c'est-à-dire qu'on va créer un petit peu de résistance musculaire. Et là aussi, tout dépend de votre situation, mais d'être accompagné par un professionnel du sport, un coach, qui va vous donner, voilà, un coach qui va vous donner les bons outils à votre rythme, c'est très, très important. Excuse-moi, Anthony, est-ce que tu peux préciser ce qu'est aérobie et résistance? Parce que tout le monde ne le sait pas. Toi, tu vis avec, mais voilà. Tu fais bien. L'aérobie, c'est ce que je donnais tout à l'heure comme exemple avec le vélo, la natation, le fait de courir un petit peu. C'est-à-dire qu'on va être plutôt sur l'endurance. On va proportionnellement... Cardio, quoi. Cardio. Alors, voilà. Après, aujourd'hui, on entend aussi le cardio
de l'intensité. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, cardio au sens historique du terme, à ce niveau-là. La résistance, c'est quand, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de faire ne serait-ce que des squats ou de faire des mouvements contre le mur, des pompes, si vous êtes un petit peu plus aguerri déjà, etc. On crée de la résistance. Vous avez plein d'appareils, vous allez dans les salles aujourd'hui. Les élastiques, les machins. Voilà, alors, et voilà, exactement. Les élastiques, ça, c'est un très, très bon investissement. Ça coûte rien du tout. Et avant même d'aller à la salle, si moi j'ai un conseil à donner, investissez dans un bon coach pendant 3 mois qui vous coûtera moins cher que votre abonnement de 6 mois à la salle. Et il va vous apprendre à utiliser des élastiques. Vous avez, donc c'est des élastiques comme on a en tête, mais sauf que c'est des gros élastiques avec des épaisseurs différentes, des résistances différentes. Et vous pouvez faire des dizaines et des dizaines d'exercices avec ça. Et j'ai un entraîneur de boxe, parce que je fais de la boxe depuis 30 ans, et on a la séance d'élastique, on a la séance justement de mise en résistance. Exactement. Moi, je considère que la boxe, c'est un des plus beaux sports, mais bon, il faut aimer. Mais, et les élastiques, c'est vraiment important. Et ça ne coûte, comme tu dis, rien. On le met sur le truc de la fenêtre. Mais il faut quelqu'un qui te montre les mouvements. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'un coach, un investissement de quelqu'un qui, pendant 1 mois, peu importe, mais en tout cas, un minimum pour avoir les bons gestes. Et alors, vous avez plein de tutos sur Internet, etc. Mais quelqu'un qui contrôle votre geste, ça remplace, ça ne remplace pas. Donc, moi, je conseille vraiment d'être accompagné là-dessus. Mais avant d'aller soulever de la fonte, utilisez très bien des élastiques et vous verrez que vous aurez beaucoup d'efforts. Après, vous avez le stade effectivement supplémentaire où là, si on parle de l'aérobie, c'est-à-dire du côté cardio et endurance, vous allez faire peut-être des séances un petit peu plus longues, vous allez augmenter progressivement. Mais si vous avez, encore une fois, si vous êtes sédentaire depuis 20 ans et on vous dit de faire un footing d'1 heure, non, surtout pas. C'est le meilleur moyen de vous démotiver, de vous blesser, etc. Donc effectivement, au début, c'est pas très marrant au sens, on commence peut-être par 10 minutes, on trottine, on arrête, etc. Mais 2 mois après, vous y serez à vos 40-45 minutes et ça sera durable. Alors écoute, je vais te parler d'une étude qui m'a fasciné. Je ne sais pas si tu la connais, parce que je ne sais pas si elle n'est pas passée un peu inaperçue. Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis avec 2 groupes d'étudiants. Des étudiants qui pratiquaient l'activité physique autour de 150 minutes par semaine et d'autres qui étaient dans une salle et qui pensaient faire de l'exercice physique. Figure-toi qu'au final, au bout de 6 mois, ceux qui ont fait de l'exercice ont développé leur masse musculaire, ceux qui pensaient ont fait la moitié, 50%. Rien qu'en penser, ils n'ont même pas bougé. Ce qui montre bien que quand on fait de l'exercice, souvent, vous savez, on écoute de la musique. Je pense qu'il faut souvent conscientiser. Voilà, conscientiser l'exercice que nous faisons. Parce que le cerveau, lui, va préparer l'organisme justement à recevoir cet exercice. Et c'est intéressant, parce que moi, je me suis dit, c'est fake, c'est pas fake du tout. Les types qui ont fait ça, c'est des gens extrêmement sérieux. Et en fait, pensez à l'exercice ici et maintenant. Je fais l'exercice, je me fais du bien et j'améliore mon métabolisme de base. Et si vous avez un bon coach, justement, il va vous aider à visualiser le bénéfice de votre mouvement. Et c'est effectivement, quand vous allez faire votre résistance, vous imaginez votre muscle, vous imaginez le bénéfice et effectivement, l'induction de l'intention joue un rôle alors qu'on sous-estime ou surestime. On n'a pas effectivement aujourd'hui des données objectives robustes, mais on sait que ça joue un rôle. Et ça, c'est un élément pour rebondir qui est important. Oui. Une petite question qui revient souvent chez mes patients, c'est la créatine. Parce que la créatine, elle a une très bonne presse aujourd'hui, autour de 3-5 grammes par jour. Tu en penses quoi, toi? J'en pense plutôt du bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais historiquement, on l'a proposé plus dans les sports de force. Pour la fonte, oui. De développement. Alors, il faut savoir que la créatine ne vous fera pas prendre du muscle. C'est-à-dire que vous allez prendre effectivement en termes de protocole, on est souvent à 3-5 grammes par jour de manière chronique. Quand il y a un entraînement, quand en dehors de l'entraînement, on est plutôt à 2-3 grammes. C'est-à-dire qu'on adapte en fonction de l'activité ou non. Mais très vite, vous allez prendre parfois 1 ou 2 kilos. Mais ce n'est pas de la masse musculaire, c'est de la rétention d'eau. Et par contre, l'objectif de la créatine, c'est de développer votre force musculaire.
Et donc, grâce à votre force musculaire, vous allez faire des exercices qui vont être plus efficaces. Et c'est eux qui vont vous amener progressivement C'est indirect. à prendre de la masse, exactement. Donc, sur le côté musculaire, effectivement, c'est beaucoup plus démocratisé qu'avant, où on était sur une niche très hypertrophie musculaire, c'est-à-dire prise de masse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui le font, et dans la prévention du déclin cognitif, on commence à avoir pas mal de publications sur le sujet. Donc, quand on avance dans l'âge, la créatine, elle a son bénéfice. Quand on a eu des traumatismes crâniens, notamment sportifs, là aussi, on a plusieurs publications qui montrent qu'il y a un bénéfice. Donc, j'en pense plutôt du bien. Il n'y a pas de risque rénal. Souvent, on a un peu... Non, il faut des doses voilà. atomiques. Hein, exactement. Donc, il faut vous rassurer pour ça. Même si vous avez un déchet qu'on appelle la créatinine qui peut augmenter, c'est normal, puisqu'en fait, c'est un déchet qui est lié au métabolisme de la créatine. Donc là, vous en parlez avec votre médecin et il n'y a pas de... Oui, il va pas hurler quand il va voir le taux de créatinine et le DFG, le début de filtration glomérulaire, qui va baisser, parce que c'est l'inverse de la créatinine. Voilà, donc c'est juste pour rassurer les gens, parce qu'on entend beaucoup parler de ça. Donc j'en pense plutôt du bien, et au stade 2, tu vois, quand tu es déjà on parlait des exercices avec des appareils, là ça peut être intéressant. Mais si on arrive à une étape un peu optimale, et après encore une fois, ça dépend de votre poids, ça dépend de votre historique, et si vous pouvez faire au moins 3 séances par semaine, ça va être important. C'est-à-dire une séance où vous êtes en aérobie, c'est-à-dire où vous faites votre footing, vous faites votre natation, etc. Une séance où vous faites du renforcement musculaire, donc ce qu'on a mentionné. Et je mets encore des conditions selon votre activité, votre capacité, mais faire de la haute intensité. Ça, c'est pareil pour la santé et pour votre métabolisme de base. C'est un élément qui est important. Tu parles de haute intensité ou tu parles de fractionné haute intensité? Là, j'allais y venir. C'est-à-dire que c'est plutôt du fractionné. Après, le fractionné, on peut lui donner des définitions un peu différentes. L'idée, c'est d'avoir une intensité élevée. Alors, je ne vais pas parler de seuil ici parce que ça serait un peu trop technique, mais associé à un moment où vous allez réduire votre intensité, récupérer, mais vous êtes toujours dans le mouvement. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, les gens vont faire de l'intensité, vont s'arrêter net pour récupérer. Non, vous avez besoin de recycler ce qu'on appelle le lactate. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous diminuez en intensité, mais vous ne vous arrêtez pas. Et vous allez après pouvoir faire des répétitions plus ou moins longues, plus ou moins importantes, en fonction de votre capacité. Mais cet enchaînement d'efforts à haute intensité va être... Alors après, on a aussi des déclinaisons. On parle de HIIT, par exemple, d'intervalle training, mais le HIIT, on est vraiment sur des efforts qui vont être très, très intenses, sur un temps qui est très court. Il faut pouvoir. Hein. Voilà, exactement. Exactement, c'est au sens où un fractionné qui est bien fait va apporter aussi des bénéfices. Une petite question, excuse-moi de t'interrompre, une petite question qui est souvent revenue, c'est que, docteur, depuis que je fais ça, j'ai des crampes nocturnes infernales, je ne savais pas que j'avais un quadriceps qui faisait aussi mal. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est le conseil que tu peux donner à celles et ceux qui vont commencer, qui vont avoir des crampes? Ouais, alors souvent, on pense forcément à la nutrition. Alors, on va penser au magnésium, on va penser à l'hydratation, à l'alcool qui va accentuer la déshydratation, etc. Donc ça, c'est des conseils, j'ai envie de dire, de base d'un point de vue nutritionnel. Pour le magnésium, ça peut être le cas si les crampes sont récurrentes. En fait, si c'est une crampe qui est isolée post-effort, le magnésium n'est pas en cause. Ouais. Le sodium, c'est pareil, si on dit c'est parce que je manque de sel, et vous avez plein de marques aujourd'hui, je vais rester poli, mais qui vous vendent des produits à base d'électrolytes qui n'ont strictement aucun intérêt par rapport aux crampes à ce niveau-là. On ne parle pas d'un ultra trailer, d'un triathlète Ironman, et je baigne aussi dans ce milieu, donc je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais dans des cas qui sont quand même très spécifiques. Donc la crampe, c'est avant tout aujourd'hui, le consensus, il va vers la fatigue neuromusculaire. Donc ça veut dire que si à un moment donné vous crampez, c'est qu'il y a eu effectivement un niveau de sollicitation trop fort par rapport à votre capacité. Mais j'aime aussi toujours dire que le sportif n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a un individu qui fait une activité, c'est-à-dire qui exerce un stress périphérique dans son mode de vie. Donc, selon votre sommeil, selon votre nutrition, selon votre
votre stress psychologique, selon votre exposition aux polluants, en fait, c'est la somme qui va déterminer la capacité d'adaptation de l'organisme ou pas. Donc finalement, le mouvement, l'entraînement, à un moment donné, ça peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est pas le coupable, c'est potentiel. Et justement, j'ai une autre question, parce que j'ai des personnes plus âgées qui ont des troubles parfois de l'équilibre. Tu peux nous faire nous brosser un peu la liaison entre le muscle et le motoneurone, c'est-à-dire qu'en fait, les troubles de l'équilibre, c'est souvent aussi des muscles qui sont moins sollicités ou qui sont sollicités de façon différente quand on commence l'activité physique. Et on connaît mal, en fait, le lien, en tout cas dans le public, entre le muscle et les neurones. Parce qu'en fait, c'est les motoneurones qui excitent le muscle. Exactement. Et j'en reviens pour répondre à ce principe d'hormèse dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que c'est la sollicitation qui va créer l'adaptation. Donc, en fait, comme tu le précises, en fait, notamment dans la sarcopénie, donc là, je parle de stade avancé de fonte musculaire et de baisse des capacités. Il y a la baisse, effectivement, de la masse musculaire, mais il y a la perte d'efficacité, effectivement, de la formation. Et donc, c'est pour ça que quand on parle d'exercice en résistance, ne serait-ce qu'avec des élastiques ou encore une fois, après, en fonction de votre niveau, des appareils ou autres, vous allez maintenir cette information de sollicitation, de stress à la masse musculaire. Et ça, c'est très important pour le maintien de l'équilibre. Parce que c'est bien d'avoir de la masse musculaire, mais si elle ne répond pas efficacement, elle ne fait pas complètement son job. D'où le problème des mouvements trop répétitifs. Exactement. Oui, toujours penser hormèse, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Ouais. Bravo. Donc, quel que soit le principe, on peut l'appliquer systématiquement. Donc, quand vous vous mettez à faire tout le temps la même chose, votre corps il s'habitue à ça, mais ça veut dire qu'il se désadapte de l'autre côté. Vous savez, au niveau si je reste sur l'image des muscles, vous avez un biceps et vous avez un triceps. Si vous faites tout le temps de la musculation pour avoir des gros biceps, votre triceps, derrière, il va plus être bon du tout si vous ne le travaillez pas. Si vous faites des abdominaux, il faut que vous fassiez des dorsaux derrière, c'est-à-dire que des lombaires. C'est toujours travailler en antagonisme. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, sortez de la zone de confort, mais de manière adaptée. C'est le principe d'hormèse. Sinon, le risque, c'est qu'on bascule dans quelque chose qui va être le point de départ d'une blessure, d'une baisse. D'une fatigue même, d'une fatigue pure. Exactement. Et voilà. Donc, on a abordé ce point. Est-ce que tu as des conseils pour les gens âgés, c'est-à-dire les plus de 65, 70, 80? Est-ce que tu as des conseils? Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont une espérance de vie de 30 ans. Hein. Donc, 30 ans, il ne faut pas que ce soit dans le canapé, comme ça, en train de regarder. Voilà. Il faut qu'ils voient leurs arrière-petits-enfants. Mais c'est mon argument, c'est que si vos arrière-petits-enfants vous voient prendre le sac et aller faire du sport, ils feront du sport. S'ils vous voient sur le canapé en train de regarder la télé, regardant la télé ou jouant de jeux vidéo. Voilà, c'est l'exemple. Hein. Le sport, c'est que l'exemple. D'ailleurs, j'ai un bon exemple juste qui représente bien un peu l'audience du chat. C'est un commentaire de Martine qui dit « J'ai 72 ans, 8 kilos pris depuis la retraite, médicaments pour l'arthrose et la ménopause, que faire ?» Voilà. Et bon, on va en parler. C'est une bonne… alors, sur la partie nutritionnelle ou sur la partie activité physique? Je pense qu'on peut partir sur l'activité physique et après on partira de la nutrition sur la partie 3. Ok. Je vais un peu répéter la même chose, c'est-à-dire que ça dépendra du point de départ, donc de la situation actuelle. Et je vais, alors, pas donner une réponse directe, mais le fait de pouvoir voir ses arrière-petits-enfants et de pouvoir en profiter, ça se programme dès maintenant. Si vous êtes juste parent ou vous n'êtes pas encore parent. C'est-à-dire que c'est comme, on peut parler d'Alzheimer, on peut parler de déclin cognitif. Plus vous allez vous adapter tôt, au sens entretenir votre forme, et plus vous allez augmenter votre capital pour bien vieillir au cours du temps. Donc ça, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est important de le préciser, parce que souvent, on commence à se poser la question, peut-être à 45, 50 ans, etc., alors qu'on a déjà entamé toute une… Oui, ça se prépare très très tôt. Et, oui, effectivement. Donc là, sur la notion d'exercice, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui est d'utiliser toutes les situations
pour se lever et pour faire un exercice toutes les demi-heures, d'aller, encore une fois, boire un verre d'eau, d'aller monter un escalier. C'est pour ça que je parlais des mouvements tout à l'heure contre le mur qui peuvent être intéressants. Oui, parce qu'on peut le faire n'importe où. Bien. Et puis, j'ai envie de dire, à n'importe quel âge. C'est-à-dire que après, effectivement, de faire une pompe, c'est pas la même histoire. Mais Non, mais les pompes contre le mur, c'est pas mal déjà. Hein. Exactement. On peut commencer comme ça. Et l'élastique, donc moi je conseillerais notamment alors j'ai plus le prénom en tête de la personne sur le Martine, c'est ça? Martine. Ouais, c'est ça. Bah, c'est d'avoir un coach sur encore une fois ne serait-ce que 1 ou 2 mois pour trouver les bons exercices avec des élastiques, parce que pourquoi j'insiste, encore une fois c'est très économique et en termes de gains, Bénéfice. voilà, il y a rien de mieux pour moi sur un premier stade. Après sur je crois que pour Martine c'est 8 kilos. Ça veut dire que effectivement là il y a l'alimentation, donc c'est pour ça que je posais la question de savoir si on rentrait ou pas, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais l'aérobie dont je parlais tout à l'heure va être intéressante avec une durée qu'on va augmenter au fur et à mesure, mais toujours couplée à 1 à 2 séances de résistance et autres. Donc si déjà on passe à 2 à 3 séances, des hybrides entre les typologies, le fait de bouger toutes les 30 minutes, et puis si un jour on n'a pas le temps de faire une séance pour une raison ou pour une autre, on fait 20 minutes, 30 minutes d'élastique, c'est super. C'est-à-dire qu'il faut aussi se sortir de l'état d'esprit où on se dit qu'il faut absolument faire 1 heure, sinon ça sert à rien. Au contraire, en fait, tout ce qui est pris est gagné. Donc, si vous n'avez que 20 minutes devant vous, Bravo. Peut-être que vous allez prendre vos exercices. Moi, je suis souvent, pour mes conférences, mes formations, je suis tout le temps en déplacement, etc. Alors moi, j'aime beaucoup courir parce que c'est mon sport, mais j'ai quasiment tout le temps des élastiques avec moi dans ma valise. Parce qu'en fait, si vous avez 10-15 minutes devant vous, vous êtes à l'hôtel, vous êtes n'importe où, vous pouvez faire ces exercices. Et en fait, cette mise en place d'une régularité, c'est ce qui va faire qu'au niveau tonicité musculaire, il va y avoir un effet qui va être positif et après on passera à l'étape. Oui. Et il y a un cadeau, en plus, c'est que, on le sait aujourd'hui, les muscles sécrètent des hormones qu'on appelle des myokines, muscle, kin, hormones. Et ces myokines sont extrêmement anti-inflammatoires. Probablement l'organe le plus anti-inflammatoire, c'est le muscle. Il vous récompense, c'est-à-dire qu'il vous sécrète des hormones qui vont baisser le niveau inflammatoire. Et on sait que dans les maladies métaboliques, une des clés dans la résistance à l'insuline, c'est l'inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade, qui est là aussi qui va aider la mère de toutes les maladies, eh bien, elle peut être combattue par l'exercice. Et parce que le muscle va être anti-inflammatoire. Donc, plutôt que de prendre des anti-inflammatoires, il vaut mieux prendre son élastique. Exactement. Je dis souvent la même chose, c'est-à-dire que le muscle est un organe endocrine, au sens où il produit effectivement ces composés, ces fameuses myokines, qui vont agir pour transmettre l'information à l'ensemble de l'organisme, mais même ce qu'on appelle le BDNF. Donc là, on n'est plus sur le côté neurotrophique, neuroplasticité. On sait que le mouvement va aider à lutter contre la dépression légère, contre le déclin cognitif. C'est très bien documenté par rapport à la maladie d'Alzheimer, par rapport aux dépressions légères à modérées. On a des méta-analyses qui sont aujourd'hui très solides. Donc, par le mouvement du muscle, vous faites du bien à votre cerveau et vous en prenez soin. Au niveau de l'ostéoporose, de la même façon, le fait d'avoir... On tire sur les os. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a besoin de faire de l'exercice, mais avec de la contrainte mécanique. Donc, typiquement, les fameux élastiques ou les appareils, où vous allez faire... Tu parlais de boxe, donc là, il y a le choc, donc il y a vraiment l'aspect mécanique. Qu'est-ce que c'est bon. Et du tennis, vous allez avoir les changements de direction qui, au niveau excentrique, viennent solliciter énormément de choses. Vous faites de la course à pied, du trail en montagne, donc vous allez monter, après vous allez descendre, donc vous allez avoir énormément de sollicitations qui entretiennent le tissu osseux. Donc c'est pour ça qu'effectivement le muscle, il ne faut pas le voir simplement comme un organe qui contracte, mais comme un informateur. Attention aux genoux quand on descend. Moi, je conseille à mes patients de monter les escaliers à pied quand ils sont dans un immeuble et de descendre en ascenseur. Parce qu'après un certain âge, on peut se flinguer les genoux. Et les genoux, ça fait mal.
Et tu parlais de l'inflammation systémique de bas grade, voilà, c'est pareil, c'est aussi beaucoup mon dada à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a cette inflammation pernicieuse et latente qui peut avoir différentes origines, et en général, il y a plusieurs origines cumulées. On pourrait parler de la sphère intestinale, on pourrait parler de la résistance à l'insuline, etc. Mais le muscle sédentaire est un foyer, effectivement, d'inflammation de bas grade. Donc, et je parle bien du muscle sédentaire volontairement, c'est-à-dire que le muscle qui va pas faire d'activité sportive, mais qui ne va pas bouger aussi dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est important parce que c'est une notion que peu de gens connaissent. C'est-à-dire que c'est binaire. Il va du 0 à 1, mais il peut retourner au 0. Et il peut être négatif. Et ça, c'est vrai qu'une masse musculaire mal entretenue, c'est l'inflammation. Et comme cette inflammation est très difficile à mesurer. Exactement, à objectiver, oui, complètement. Tout à fait. Donc, on revient un petit peu à notre capital génétique de départ. On est vraiment programmé pour ça. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas bouger. Et donc, encore une fois, on l'a peut-être dit 3 fois ou 5 fois depuis le début, mais... Ouais, depuis le début aussi. C'est un élément clé parce qu'en fait, plus vous allez intégrer ça, plus vous allez mettre du mouvement dans votre vie et plus ça aura des effets bénéfiques pour plein de raisons. Moi, je suis passé par des stades de maladie. L'idée n'est pas du tout de parler de moi et ce n'est pas l'objectif. Mais étant en plus un ancien athlète de haut niveau, ayant beaucoup pratiqué, quand vous n'avez plus la chance de pouvoir chausser une paire de baskets et d'aller faire simplement une marche en bord d'océan ou d'aller faire un footing, vous comprenez à quel point, si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, exactement. Et le muscle fait partie de votre santé. Et d'être capable d'aller marcher en bord de mer, d'être capable un dimanche matin de prendre votre paire de baskets et d'aller faire un footing, c'est une chance qui est extraordinaire. Merveilleux, c'est vrai. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que malheureusement, c'est quand la maladie est là qu'on se rend compte de son importance. Donc, préserver ce capital-là, que ce soit pour gérer votre poids ou que ce soit pour votre santé, c'est un peu l'introduction de tout à l'heure, c'est indissociable de la nutrition. Oui. D'ailleurs, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, mais les statistiques, je crois que c'est l'Éducation nationale qui a montré que dans les activités physiques, les enfants, la performance aux 100 mètres, je crois, avait diminué en 20 ans, de façon incroyable. Ah, mais ça va très très vite. C'est pour ça que je parlais de même 25% d'altération, de perte des fonctions cardio-respiratoires. On se désadapte à une vitesse grand V, entre guillemets, au sens générationnel du terme. Parce qu'on est sur notre chaise, effectivement, tout au long de la journée. Et le lien, justement, exercice physique, IGH, enfin, hormone de croissance, est un lien très fort. Et donc, est-ce qu'il y aurait peut-être un lien, d'ailleurs, entre la baisse d'activité physique et parfois la baisse de certaines performances cognitives? Parce que c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui, quand même. Il faut revenir à cette logique d'organe endocrine. Donc oui, en fait, le muscle qui n'est pas sollicité n'envoie pas les messages qui font qu'il y a une réponse hormonale qui est adaptée. En fait, quand vous êtes Là, pour illustrer ça, je vais donner un exemple qui est la récupération, le post-effort. C'est-à-dire que vous êtes une éponge métabolique après votre séance. Et quand vous allez sécréter de l'insuline, on a parlé rapidement de la résistance à l'insuline tout à l'heure, cette insuline, c'est une hormone qui est là pour mettre en réserve l'excédent de glucose, mais aussi mettre en réserve les acides aminés, c'est-à-dire les constituants des protéines, pour réparer les tissus qui ont été lésés. Et souvent on utilise un peu le terme d'hormone anabolisante au sens où elle crée un contexte qui va favoriser en fait le développement du tissu musculaire en post-effort. Et des autres tissus. Oui, tout à fait. Là, je parlais du côté purement de récupération musculaire. Donc, on a eu des cas de dopage par le passé dans le cyclisme, par exemple, avec des athlètes qui se piquaient à l'insuline après les séances, les étapes du Tour de France. On avait des personnes qui faisaient de la musculation, qui se piquaient également à l'insuline. Donc, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai contexte à ce niveau-là. Et donc, c'est associé effectivement à l'hormone de croissance. Et c'est pour ça que là, je passe peut-être un cap dans le conseil, mais pour des sportifs qui sont réguliers, qui ont l'habitude de faire pas mal de sport, c'est important d'associer en post-effort des protéines
et des glucides pour aider à créer ce contexte hormonal qui va être positif. Et une erreur qui est importante, qu'on voit malheureusement trop souvent pour les personnes qui veulent perdre du poids, c'est qu'elles vont restreindre les glucides en post-effort. De réduire la charge glycémique, de faire attention aux apports dans la journée, c'est un élément qui est clé. Mais là, je parle uniquement de la récupération. Voilà, juste après la séance. D'accord. En fait, vous avez une réserve qu'on appelle le glycogène dans le muscle, dans le foie. Et si ce stock de glycogène, il n'est pas remonté à un stade qui est suffisant, vous allez être fatigué, vous allez avoir du mal à récupérer, vous allez être un peu d'humeur variable, vous allez avoir l'esprit qui va vous dire va manger la chouquette ou le petit truc sucré, etc. Donc, on peut vraiment restreindre l'apport glucidique dans la journée, mais s'il y a un moment où il faut le garder, c'est en post-effort. C'est pas ça qui vous empêchera de perdre du poids, c'est ça qui va permettre d'enchaîner avec un état de bien-être et puis d'enchaîner avec une nouvelle séance derrière. Donc, une question, tu sais, tu lis souvent des personnes qui te disent moi je veux faire le sport à jeun le matin. Et moi je suis, alors je ne connais pas, on n'en a pas parlé, moi je ne suis pas pour ce genre de choses parce que d'abord on est sur un corps qui est peu hydraté, alors même s'il s'est réhydraté, mais je pense que c'est une fatigue exceptionnelle pour l'organisme. Alors je voulais t'entendre là-dessus. Oui, je reviens toujours à ma réponse d'Hormèse, c'est-à-dire que tout dépend d'où tu pars. C'est-à-dire que si tu parles à un triathlète, un coureur à pied qui a l'habitude de courir 2, 3, 4 fois par semaine, c'est tout à fait possible. Ça ne va pas induire une fatigue trop forte. Par contre, souvent on en parle pour l'objectif. Pardon ? Pour perdre du poids. Pour perdre du poids, voilà. Donc pour l'objectif de perdre du poids. Et là, aujourd'hui, la littérature, elle est très claire sur le sujet. Ça ne marche pas. D'accord ? C'est-à-dire que si vous vous dites je fais mon entraînement à jeun, pour parler vulgairement, je vais taper dans les graisses, c'est un peu l'expression qui est évoquée. Non. La seule population chez qui on peut avoir un bénéfice, c'est des personnes qui ne faisaient plus de sport pendant longtemps et qui s'y remettent. Mais chez quelqu'un qui a déjà fait régulièrement du sport, en fait, les adaptations qu'on a déjà acquis au cours du temps sont les adaptations qu'on aurait eues à ce niveau-là. Et puis surtout, si vous mettez à faire un sport à jeun alors que vous n'êtes pas habitué, c'est effectivement le meilleur moyen de vous fatiguer, de vous blesser, etc. Je pense qu'il y a d'autres priorités que ça. Il y a des questions dans le chat sur quand tu disais, après un effort, il faut reconstituer son stock de glycogène pour éviter de se mettre en acidose. Est-ce que tu peux donner un peu quel type de glucides? Parce qu'il y a eu 3-4 questions et c'est intéressant peut-être d'être plus... Ok. Alors, je vais me positionner dans le monsieur, madame, tout le monde, parce que pour ce sera un peu différent, mais imaginons que vous soyez entraîné à jeun, par exemple, et dans ce cas-là, dans votre petit déjeuner, alors, je ne sais pas, Réginald, ton approche sur le petit déjeuner, mais moi, c'est très protéiné, des œufs, des oléagineux. Donc, vous ne changez rien à ça, mais vous rajoutez peut-être 1 à 2 tranches de pain en levain. À fermentation longue, du petit épeautre, des 30 grammes de flocons d'avoine. Je ne parle pas de cornflakes, de Coco Pops et consorts, vraiment de flocons d'avoine. On parle de choses, voilà. Exactement. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste un petit peu de féculent au sens des flocons et du pain de qualité en post-effort à jeun. Le midi, si vous êtes entraîné entre midi et 14h et que vous allez avoir votre repas qui suit, de la même façon, vous allez avoir de la volaille, vous allez avoir du poisson, vous allez avoir des légumes, des huiles de qualité, etc. Et vous rajoutez, alors c'est dur de donner des... Moi, je rajoute des légumineuses, mais... Voilà, ce que j'allais dire, des légumineuses, c'est parfait. Après, il y a juste la petite précaution, c'est pour des personnes qui seraient sensibles au niveau digestif. Ah oui, qui vallonnent. Oui. Voilà, et par la pratique sportive, on a ce qu'on appelle une ischémie. Je ne vais pas rentrer dans trop de techniques, mais votre intestin, il est un peu fragilisé, surtout quand c'est à pied. Donc, il y a des gens chez qui, ça sera à prendre avec précaution, mais si ça passe, très bien. Et alors, on va expliquer ce phénomène, c'est que quand vous courez, le sang prioritairement, il va aller alimenter les muscles qui courent. Et donc, il va pomper le sang qui est réservé à l'intestin. Voilà, en gros. Et c'est ça. Et il peut, en fait, cette baisse d'irrigation sanguine, elle peut atteindre quasiment 80% de la valeur de repos. Donc, on n'est pas du tout dans un bon moment pour digérer quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'en post-effort,
certaines personnes parfois n'ont pas faim, et c'est notamment lié à ce phénomène-là. Donc, quelque chose de digeste, ça peut être du riz, ça peut être de la patate douce, du quinoa, etc. Mais avec vos légumes, avec vos huiles de qualité, etc. C'est pas que l'assiette de pâtes, c'est un ensemble. Et pareil, pour un entraînement le soir, on fera la même chose. Alors moi, je suis plutôt sur un modèle végétal le soir avec les légumineuses, justement, et autres. Et donc, là, ça s'y prête complètement. Et si jamais vous avez beaucoup de temps entre la fin de votre entraînement et votre repas, c'est-à-dire qu'imaginez que vous ayez 1h, 1h30, bah, vous pouvez tout simplement prendre une compote bien mûre, une banane bien mûre ou une compote, c'est-à-dire quelque chose de glucidique, digeste, dans l'idée d'attendre votre repas qui suit. Mais vous pouvez aussi ne rien prendre. Et on a des études qui ont montré que, en fait, le fait de ne pas apporter de glucides dans l'heure qui suivait à peu près, ça maintenait l'organisme dans un état de stress énergétique et ça le faisait continuer à utiliser un peu plus de graisse proportionnellement. Mais avant de se poser ce genre de questions, je pense qu'il y a déjà des bases à établir. Et ce que je vous dis là sur le principe de précaution du glycogène, c'est quand même un élément qui est clé parce que beaucoup de personnes se font avoir à cause de ça. Le problème, parce que souvent, tu vois, quand on dit tu brûles tes stocks de glycogène, tu vas mettre 20 minutes, une demi-heure pour les brûler, et puis ensuite, il va y avoir la lipolyse qui fait qu'on va utiliser les acides gras, les triglycérides stockés qui vont être retransformés par le foie en sucre. Ça, c'est ce que veulent les gens qui veulent perdre du poids. Vider leurs adipocytes. C'est quand même ça. Donc, mais ça n'empêche pas, après l'effort, de reconstituer son stock de glycogène, qui lui est une réserve pour le foie et pour les muscles, qui sont des réserves de survie, en fait. Parce que le foie, il a la survie du cerveau, et les muscles, comme les muscles gardent chacun leur énergie, puisqu'ils sont très égoïstes, les muscles. Ils ne s'échangent rien. C'est le problème du boxeur. Le boxeur, il a les bras comme ça et il bouge bien, mais comme il a plus de réserve dans les jambes que dans les bras, au bout du 4e round, il est comme ça. Et c'est là où il est. Un marathonien, c'est pareil. Il va épuiser ses stocks de glycogène des quadriceps, mais ses biceps, ils seront encore pleins de glycogène. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est intéressant. Vous voyez que c'est quand même plus complexe que uniquement des injonctions. Voilà, ça dépend de votre état. C'est pour ça que se faire aider par son médecin et un coach, c'est vraiment, il faut une équipe. Et je vais rebondir juste sur ce que tu as dit dans la notion de graisse et de glycogène, justement, parce que c'est un point qui est important, à savoir que si vous n'avez plus de glycogène, c'est votre panne sèche. C'est-à-dire que vous arrêtez votre effort. C'est un nutriment, c'est pas un nutriment, c'est un organe n'importe quoi, mais une forme de réserve qui va vous apporter donc de l'énergie qui est nécessaire mais pas suffisante, au sens où elle est nécessaire pour poursuivre votre effort, elle n'est pas suffisante pour garantir toute l'énergie dont vous avez besoin. Mais si vous n'en avez plus, vous arrêtez. Donc là, c'est tout sauf quelque chose de gagné. Donc l'intérêt, c'est d'aller dans des intensités effectivement suffisamment faibles pour proportionnellement utiliser moins de glycogène et aller augmenter la part des graisses. Et plus vous allez vous adapter, voilà, moi je peux être avec des personnes qui s'entraînent 2 fois par jour, etc. Donc c'est des personnes qui sont hyper adaptées au niveau effectivement de ce facteur-là. Mais plus vous allez vous entraîner, plus proportionnellement votre corps va être capable d'utiliser des graisses à une intensité donnée par rapport au glycogène. C'est vraiment parce que tu me fais penser il y avait je crois que c'est Messi qui termine un match de foot avec sa réserve de glycogène. Il n'a brûlé que du gras. Donc il est toujours prêt à faire un 100 mètres à fond. Parce que 100 mètres à fond, c'est le glycogène, c'est pas. C'est toujours des vases communicants, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part des deux, mais effectivement, l'idée, c'est que le stock de glycogène soit préservé au maximum. Et d'un point de vue évolutionniste, on parlait de nos ancêtres, là, je ne vais pas digresser, mais ça se comprend aussi, parce qu'en fait, effectivement, le glycogène, c'est une énergie rapide, disponible immédiatement, et ça nous permet de combattre, ça nous permet de fuir. Et après, on a un transport d'énergie nécessaire pour faire face aux disettes. Et ça, c'est le gras qui a une densité énergétique plus forte, mais qui nous permet en fait de ne pas peser peut-être 150 ou 200 kilos pour avoir la même quantité d'énergie qu'on aurait sous forme de glycogène. Donc, on est dans un modèle hybride. On a de l'électrique, c'est le glycogène. Reprendre le modèle qu'on a utilisé. Voilà, c'est notre gras, entre guillemets.
Non, mais c'est vraiment, c'est une clé qu'on essaye de vous donner parce que il faut vraiment que vous fouillez là-dedans. Faire de l'exercice, c'est pas juste, je prends mon sac, je fais de l'exercice. Il faut une stratégie. Vous voulez maigrir, ne pas reprendre votre poids, c'est une stratégie sur le long terme. Il ne faut pas se faire d'illusions. De toute façon, je vous rappelle qu'on a une petite glande au fond, près de notre hypothalamus qui s'appelle le noyau arqué, qui est un noyau très temporisé, qui lui, dès que vous arrêtez de manger, que vous êtes en hypocalorie, alors un hypocalorique va se dire je vais mourir, et il va mettre toutes les stratégies en place pour vous faire manger. Il lui faut une année au moins pour considérer que je ne suis pas mort. Voilà. Donc, cette année-là, il faut la mettre, c'est perdre du poids durablement, ne pas reprendre son poids, même s'il peut y avoir aujourd'hui des médicaments qui vont... Mais de toute façon, il faut une année. Il faut au moins une année pour reconstituer une partie de sa masse musculaire, une partie, je dis bien, et puis pour habituer le grand patron qui est le cerveau au fait que la masse a diminué, sans être dépressif, sans être épuisé le soir, parce qu'il y a aussi la vie sociale. Comme tu l'as très bien dit, Anthony, le problème, c'est que quand on a fait son exercice et qu'après on ne peut plus rien faire, je le dis, je parle un peu de moi, quand je fais un entraînement de boxe un peu trop fort et que j'ai des consultations l'après-midi, sincèrement, il me faut 12 cafés pour faire les consultations parce que je suis épuisé. Pourquoi ? Parce que je finis ma séance, je suis tout le temps pressé, je n'ai pas le temps de reconstituer mon stock et je vais travailler. Et ça, c'est une grossière erreur. Voilà. Et cordonnier, mal chaussé, bon, vous connaissez l'histoire, mais c'est extrêmement juste et je pense qu'il faut en tenir compte. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, beaucoup de personnes vont faire du sport entre midi et 2, moi le premier, et on n'a pas le temps parce qu'on enchaîne avec un rendez-vous à 14h, etc. Et au mieux, on va chercher une salade vite fait à la boulangerie. Au pire, c'est rien du tout. Ça va être un shaker de protéines, etc. Si vous voulez bien assurer votre après-midi, c'est pour ça que ton exemple est très intéressant. Ça passe par le fait de consacrer un vrai temps, même s'il est court, mais vous allez effectivement avoir des protéines de qualité, vous allez avoir des glucides. C'est ce qui va faire que derrière, vous allez tenir votre après-midi. Et ça, c'est dans notre quotidien. Et donc, ce qui est important dans ce qu'on dit par rapport à une méthode de perte de poids, parce que c'est ce qui motive beaucoup les gens qui nous écoutent, c'est que les glucides ne sont pas à diaboliser, ils sont à réserver à des moments de récupération. C'est-à-dire que le féculent matin et soir, midi et soir, qu'on nous donne à manger depuis 50 ans parce qu'on a voulu se battre contre le gras, en fait, ce n'est pas plus du tout, c'est quand j'en ai besoin. Voilà. Et c'est totalement différent. Exactement. Il faut bien dissocier le rôle des glucides dans votre vie de tous les jours, avec justement de la sédentarité, etc., du rôle des glucides spécifiquement à l'effort ou en périphérie de l'effort. C'est-à-dire là, on parlait de récupération. On pourrait en parler si vous faisiez des efforts longs, des séances de 2 heures, de 3 heures. On apporterait des glucides. Je parlais tout à l'heure de bananes bien mûres, de compotes, de pâtes de fruits. On n'a pas besoin d'aller vers des gels, sauf si vous êtes performeur. Mais là, je pense que c'est la majorité des gens qui nous écoutent. Exactement. Donc, c'est des choses toutes simples. Mais effectivement, les glucides ont un rôle qui est spécifique pendant la pratique sportive et qui n'altère en rien le fait de perdre du poids et avec une restriction glucidique sur le reste de la journée. C'est deux choses indépendantes, quoi. Parce qu'il faut peut-être répéter une chose, c'est que dans le muscle et dans le foie, le foie, il a des réserves pour le cerveau spécifique et les muscles ont chacun leurs réserves. Quand on a du glucose, l'organisme va le composer en glycogène, qui est une molécule assez grosse. Et donc, il ne peut pas en mettre trop, parce qu'elle prend énormément de place. Et quand il n'y a pas de place, le reste, il va transformer ces sucres en triglycérides, même si ça a un rendement biochimique mauvais, puisque pour faire une molécule de triglycérides, on va consommer 9 molécules. Sur 10, on va en consommer 9 de glucose. Donc, ce n'est pas un très bon rendement. Par contre, c'est une capacité de stockage extraordinaire et qui peut être ensuite disponible lorsqu'on est poursuivi par un... Non, pour le léopard, il faut le glycogène. C'est la créatine dans la phosphocréatine qui va être... Voilà, c'est ça qu'on va aller chercher, sinon, mais c'est dit. D'être endurant. Après, ce qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine, c'est qu'on est justement une espèce, les mammifères les plus endurants. On a chassé à l'épuisement.
C'est-à-dire qu'on n'est pas bon du tout en vitesse parce que justement, le léopard Le léopard est meilleur. largement trop vite que nous, plus vite que nous, mais par contre, on épuisait nos proies, notamment parce qu'on se régulait au niveau de la température par rapport à la perte de la fourrure. Bon, je ne vais pas rentrer dans d'autres sujets, mais c'est passionnant parce que ça nous ramène toujours à cette logique C'est pour ça qu'on a plus d'activité. de fourrure. Hein. Exactement. C'est notre force, c'est la thermorégulation. Ouais. Et ce qui a fait c'est une des hypothèses d'ailleurs de développement cérébral, c'est-à-dire l'acquisition de la bipédie et justement de cette notion d'endurance qui a fait que on a eu plus de nutriments, on a pu chasser nos proies et se nourrir et assurer un développement plus fort. Mais bon, Et on a chauffé nos aliments et donc on a pu enrichir. Avant, les neurones étaient tous quasiment autour du tube digestif et puis après, ils sont montés dans le cerveau. Et voilà, c'est passionnant. Comme quoi, l'exercice, c'est vraiment la base de notre génétique. Et on l'a totalement oublié aujourd'hui. Nos urbanistes, on n'en parle même pas. Nos politiques, on n'en parle pas. Alors que c'est l'alpha et l'oméga de la santé. Voilà. C'est simple, c'est la santé. Et je dirais même jusqu'à la mitochondrie, sans vous donner trop de détails. Mais là, tu peux vite fait la définir, comme ça La mitochondrie, c'est un peu moi j'appelle ça le hub biologique. C'est-à-dire c'est l'intégrateur des stimuli de l'environnement pour la cellule. Donc c'est des petits organites qui sont présents dans chaque cellule. On en a des quantités variables en fonction du type cellulaire. Souvent on dit c'est les usines énergétiques. Moi je préfère dire que c'est les centrales nucléaires. C'est-à-dire que quand tout fonctionne bien, c'est très performant. Par contre, il suffit d'une petite fissure, d'un petit grain de sable pour que ça devienne grave au point que c'est elle qui peut programmer la mort cellulaire de la mort de la cellule si ça va pas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour rebondir sur ce que tu évoques au niveau de la société, au fait qu'on ne bouge plus assez. Aujourd'hui, notre mitochondrie, elle a une double contrainte qui est qu'on a beaucoup trop de nutriments et notamment de glucides qui font sécréter de l'insuline. Et de l'autre côté, on ne fait pas ressortir assez d'ATP parce qu'on ne bouge plus assez. Et ça crée des dysfonctionnements de cet organite. Et c'est un des points de départ de la résistance à l'insuline qui amène à toutes les complications que tu as citées par la suite. Donc, si vous voulez prendre soin de vos mitochondries, il faut les chouchouter, mais il faut les titiller. C'est-à-dire qu'il faut aller les amener à faire du sport, de l'activité, tout ce qu'on a dit. Ce qui est intéressant, c'est l'origine des mitochondries parce que en fait, l'homme, il a pris la flore bactérienne intestinale, il s'est dit c'est mieux parce que pour les vitamines, pour machin, pour truc. Et puis après, il y a la mitochondrie, ça ressemble à une bactérie unicellulaire. Et en fait, c'est une ancienne bactérie qu'on a intégrée dans nos cellules parce qu'on s'est aperçu que cette bactérie était capable de générer de l'énergie. On a parlé de l'ATP, qui est en fait le fruit. On dit souvent le sucre, c'est le carburant. Pas tout à fait ça. En fait, le sucre, ça permet de faire l'ATP qui va être le vrai carburant pour pouvoir contracter les fibres musculaires et ainsi de suite. Et donc, vous voyez comment l'homme est arrivé en faisant l'acquisition à l'extérieur pour devenir très performant. Et le problème, c'est que c'est en train de se retourner contre nous. C'est-à-dire que les mitochondries que nous avons hébergées, que ces bactéries qui ont fait don de leur corps à l'homme, eh bien, elles sont en train aujourd'hui de péricliter, mais elles ne péricliteront pas sans tarif. Le tarif, c'est la résistance à l'insuline. Et comme en plus, on fait de plus en plus d'insuline, l'insuline va continuer à avoir ce rôle de développement des lignées cellulaires et donc de continuer à exciter les mitochondries pour rien. Le pour rien, c'est comme une voiture où on met de l'essence et on en met, on n'arrête pas d'appuyer, puis on a sur les sièges, on a partout, ça pue l'essence, et un jour, ça peut exploser. C'est exact. Je dis souvent que la mitochondrie, c'est arrêter d'en rajouter, la coupe est pleine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'arrive même pas à se faire sortir déjà tout ce qu'elle a, que vous continuez par notamment les aliments qui font sécréter de l'insuline, à tenter de faire rentrer tout ça dans cette mitochondrie pour qu'elle l'utilise en carburant, alors qu'en fait, elle n'arrive déjà pas à faire sortir ce qui est nécessaire. Donc, il y a eu des très bons bouquins là-dessus. Hein. Je vous conseille tous de vous intéresser à la mitochondrie parce que c'est vraiment nos petites centrales nucléaires. Je prends juste un petit exemple. Vous savez, il y a le tissu adipeux, donc, où on stocke le gras. Il y a du tissu adipeux blanc et du tissu adipeux brun. Figurez-vous que le blanc, il stocke et le brun, il déstocke. Pourquoi il est brun? Parce qu'il est constellé de petites mitochondries. Donc, en fait, d'ailleurs, ça a été une piste pour des chercheurs, ça n'a pas marché. Hein. C'est de transformer du blanc en brun.
et donc de transformer les adipocytes qui stockent le gras en consommateurs de calories. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas marché, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Et ce qui est encore plus, ce qui est passionnant dans tout ça, et puis je vais me taire parce que je pense que sinon ça pourrait être long, mais c'est que effectivement, on estime que c'est des stigmates de bactéries. Cette endosymbiose, c'est-à-dire ce que tu expliquais tout à l'heure, on estime que ça remonte à environ 2 milliards d'années. Donc rapporté à quelques centaines de milliers d'années d'Homo sapiens, vous imaginez qu'on n'est rien du tout dans ça. Et aujourd'hui, on sait qu'on a une communication entre les mitochondries et notre microbiote intestinal. Parce que justement, on a cette hypothèse bactérienne qui fait que on découvre de plus en plus de rôles du microbiote sur notre santé, de plus en plus de rôles des mitochondries sur notre santé, mais il y a cette communication entre les deux pour vivre dans ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire une chose entre nous, l'autre. On t'a pas bien entendu l'holo parce que ça a coupé. Holobionte, H-O-L-O-B-I-O-N-T-E. L'holobionte, c'est la symbiose entre le système, c'est-à-dire entre les bactéries, si on parle du microbiote, l'hôte, l'humain, et l'environnement dans lequel il évolue. Et on sait que tout ça, c'est un but d'adaptation, sauf qu'il faut que ce soit cohérent. Et dans la communication, d'ailleurs, on est en train de travailler sur la relation entre les champignons, les candidats albicans, qui parlent aux deux, qui parlent aussi au cerveau, qui parlent aux mitochondries. Et les champignons, dans la nature, sont ceux qui font que les racines des arbres se parlent. Il faut le savoir. Hein, les racines des arbres se parlent entre elles grâce à une alliance objective entre le végétal et le champignon. Je ne me souviens jamais du fongique. Voilà. On est un système, en fait, et c'est ça qu'on a tendance à oublier. On est un système dans un système, en fait. Et l'humilité est de mise, en fait. On a tendance à l'oublier. Je te propose qu'on prenne 2-3 questions. Parce que le temps passe. C'est passionnant, Anthony. Hein, passionnant. C'est passionnant à vous deux. Hein. On est deux, donc compliment. C'est génial tout ce que vous partagez à tout le monde. Anthony, tu as le chat aussi. Je ne sais pas si tu l'as activé. Alors non, je ne l'ai pas allumé. Tu ne l'as pas activé. Voilà. Tu peux l'activer, mais dans le chat, n'hésitez pas à nous remonter toutes vos questions. On va prendre quelques questions là jusqu'à 20h30, 20h45 avant que Anthony parte. Ok. Là, merci à vous deux. Hein. C'était incroyable tout ce que vous nous avez partagé. J'ai vu. Après, il y avait beaucoup de questions qui sont. Alors, il y en a une que je te propose. C'est comment. Il y avait un truc sur le glycogène et les acides gras. Quel type d'exercice? Je ne me souviens plus de la question. Après, le plus de questions que j'ai vues et qui vas-y. C'est autour de la ménopause. C'est les exercices à faire dans la ménopause, l'alimentation à avoir dans la ménopause, et que c'est difficile de savoir quoi faire exactement. C'est les questions qui tournent autour de ça que je retrouve à chaque fois. Juste avant qu'Anthony réponde, je voulais dire que la ménopause, ça se prépare. C'est-à-dire qu'elle passe d'abord par une phase de préménopause, où on connaît tous les symptômes, bouffées de chaleur, ainsi de suite, mais ça se prépare parce qu'il va y avoir une baisse légère du métabolisme. Cette baisse légère du métabolisme, il faut la préparer. Et c'est simple à préparer. On a 2-3 ans où on peut préparer sa ménopause. Ce n'est pas une fatalité, hein, la baisse de forme et la prise de poids. Je vais aller dans ce sens, c'est-à-dire que ça se prépare effectivement au sens, on en revient à la masse musculaire, c'est-à-dire qu'il y a un bouleversement hormonal qui est cette ménopause qui va donc modifier les ratios entre les oestrogènes, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, qui font que à un moment donné, on a un risque de baisse de masse musculaire qui est plus important. Et on a vu qui dit baisse de masse musculaire dit derrière de base. Et oui, si, je suis toujours là, c'est bon. C'est bon. Et donc risque de prise de poids, etc. Donc il y a, pour faire rapide, veillez à avoir assez de protéines. Donc on en parlait tout à l'heure sur les quantités. C'est-à-dire que là, vous allez basculer d'une situation où si déjà vous êtes sportif et vous mangez 1,2 g, 1,3 g de protéines par kilo de poids corporel, là, il faudra passer à 1,5 g, 1,6 g pour déjà protéger un petit peu l'acquis. Il va falloir avoir de l'exercice, on en parlait, mais c'est là où les exercices de résistance, donc
On a parlé des élastiques, de la salle, etc. pour ceux qui y vont, mais en tout cas de faire en sorte de préserver sa masse musculaire au maximum. Et puis, on a ce bouleversement hormonal qui rend d'autant plus sensible également à l'insuline. Donc, non, alors quand je dis comme ça, c'est faux, mais sensible aux effets de l'insuline et de la résistance à l'insuline. Donc, avoir une alimentation où justement, il y aura un apport on parlait de légumineuses, c'est-à-dire d'avoir des aliments à faible charge glycémique. C'est vrai que tout ça, on ne l'a pas développé. Je pense que vous avez dû en parler dans les... On en a parlé. Mais il y a une chose, désolé de t'interrompre, Anthony. Non, vas-y. Dont je veux parler, je parle tout le temps, c'est presque une obsession chez moi, c'est le système lymphatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait depuis longtemps que le système lymphatique n'a pas de cœur pour faire bouger les 6 à 8 litres de lymphe qui est en nous. Et que la seule façon de faire tourner la lymphe et d'aller se faire détoxifier dans le foie par le canal thoracique, c'est l'exercice physique. C'est le muscle qui se contracte et qui fait qu'il y a des valvules et des systèmes qui font qu'il n'y a pas de retour normalement, sinon c'est le lymphœdème. Mais est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus? Sur l'effet de l'activité physique, oui. C'est simplement si je dois faire très simple, la mise en mouvement qui fait qu'on va effectivement avoir un drainage qui sera plus efficace. Et avant d'aller parler de draineur au sens du complément alimentaire, etc., de la cellulite et autres, le mouvement est un élément qui est clé. Donc, le massage aussi. Oui, exactement. Oui, je parlais au sens activité, mais oui, bien sûr, le massage. Après, on pourrait parler de pas mal d'autres choses on a ce qu'on appelle de la bromélaïne ou autres, qui sont des composés qui peuvent être proposés, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, c'est dans un cadre de protocole particulier. Là. Oui, voilà, c'est pour ça. Il y a une question là. Alors, voilà, ça, c'est le type de question type chez nous. Comment arrêter le grignotage et l'envie de sucre? Alors, Anthony Berthoud, quelle est votre méthode berthelienne, si je me permets, pour arrêter le grignotage et l'envie du sucre? Et je vous propose un petit défi à vous deux pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. C'est qu'on essaie d'y répondre en 1 minute, 1 minute 30. Mais là, t'es dur. En 1 minute, ça je saurais. Si j'ai un mot à les deux, c'est déjà de revenir sur des produits bruts. D'accord. J'ai qu'1 minute, donc j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais vas-y, ça vaut un Nobel, ça, hein, tu sais. C'est que voilà, on aurait plein de choses à dire sur les aliments ultra transformés, sur la sécrétion d'insuline associée, sur la baisse de satiété, sur la perturbation des hormones de régulation de la faim, de l'envie de manger, justement. Donc, si je dois être extrêmement basique en un élément, c'est que plus vous irez vers des produits qui seront bruts, et plus déjà vous allez avoir une capacité de régulation de la faim qui va être importante. Après, il y aurait, c'est pour ça que c'est dur, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées du tout en alimentation. Donc là, j'aurais besoin de le dire, mais le fait d'avoir un petit déjeuner avec des protéines, avec des graisses, on l'a vu, je parlais des œufs, des oléagineux, le midi de la même façon, de surtout pas avoir des déjeuners légers avec une demi-tranche de jambon avec 2 feuilles de salade verte, etc. C'est le meilleur moyen que vous jetiez et si en plus vous avez fait du sport, vous avez compris l'idée avec le glycogène, c'est le meilleur moyen de craquer derrière. Donc ça veut dire une quantité de protéines qui soit suffisante, au moins 120, 150 grammes de volaille, de poisson, ça dépend de votre poids corporel, de ne pas faire la chasse au gras, mais au contraire d'en mettre parce que vous en avez besoin, c'est ce qui va vous donner aussi cette satiété. Les légumes avec les polyphénols, il y aurait plein de choses à dire, de s'accorder une collation pour justement aussi avoir cet effet de régulation dans la journée avec une charge glycémique plutôt modérée, une petite poignée de noix, noisettes, amandes, un fruit que vous allez croquer, un carré de chocolat à 70% de cacao minimum et un dîner plutôt végétarien avec des légumineuses, avec des légumes, du cru, du cuit. Voilà, j'essaie de vous donner les éléments. 2 minutes 30, hein, tu n'as pas respecté le... Non, moi je dirais très rapidement une chose, il a tout dit. Moi je rajouterais un truc, c'est qu'il y a un effet psychologique dans le fait d'avoir envie de sucre, d'avoir envie de grignoter. Puisque vous voulez grignoter et que vous en avez envie, alors grignotez. C'est-à-dire prenez... l'exemple, il est connu. Bon, ça va faire hurler Marion avec les oxalates, mais prenez une amande ou une macadamia et rongez-la.
Ça fait un peu baver, c'est pas très beau. Mais si vous la rongez, pour votre cerveau, il se passe quelque chose d'inattendu. Vous avez sacrifié au geste de mettre quelque chose à la bouche. En le rongeant, vous n'allez pas prendre une poignée d'amandes ou de macadamia et l'avaler. Et cette attitude, c'est aussi une attitude qui permet de relever le défi. Parce que votre cerveau, vous êtes en plein, vous avez envie de perdre du poids. Et votre cerveau vous dit, tiens, tu as vu ce petit gâteau-là? Il est quand même pas mal, ce petit gâteau. Circuit court, hein. On a vu les circuits courts, les circuits différés. Et donc, pour rentrer dans le circuit différé, c'est-à-dire celui qui est plus raisonnable, où le cortex frontal va entrer en ligne de compte plutôt que d'avoir le système noyau accumbens, ainsi de suite, eh bien, vous rongez. Et quand vous rongez, vous différez. Et vous allez voir, au bout de 1-2 minutes, l'envie cesse. Voilà. C'est pour ça que bon, ça, c'est plus comportemental que nutritionnel. Mais il faut vraiment tenir au comportemental. Le comportemental qu'on a aussi pour les fumeurs. C'est je prends le paquet, j'ouvre, et puis j'allume. Tous les fumeurs vous disent qu'allumer la cigarette, c'est un plaisir incroyable. Pourtant, c'est une flamme et une tige. Donc il faut trouver une gestuelle. Et de la même façon, dans la nutrition, il faut avoir cette gestuelle. Tu m'embêtes, mon inconscient n'est pas mon ami. Et bien moi, je vais mettre du cognitif. Et pour mettre du cognitif, je vais prendre un peu de temps. Mais je mange. Et si je n'avais 3 précautions en réfléchissant rapidement, c'est le comportement de la restriction. C'est-à-dire, effectivement, si on est dans une restriction trop forte cognitive, comportementale, à un moment donné, ça va craquer. En tout cas, la probabilité que ce soit le cas. Ça ne tient pas. Deuxièmement, si vous perdez du poids, une perte de poids qui est progressive, rappelez-vous le principe d'Hormèse. C'est-à-dire que si vous allez trop vite, trop loin, à un moment donné, il y aura le revers de bâton, au sens où le corps va le prendre comme une agression biologique. Et un de ses moyens pour faire ça, c'est de baisser le métabolisme de base, de modifier les hormones au niveau thyroïdien, etc. Voilà, on n'a pas de temps. Et le troisième point, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que si vous faites du sport, ne vous privez pas en post-effort de protéines et surtout de glucides, en vous disant, voilà, c'est ça que de perdu, parce que j'ai brûlé X centaines de calories, c'est la meilleure façon de craquer sur les paquets de gâteaux 3 heures après ou ce que vous voulez. Je regarde le chat, il y a des gens qui ont posé des questions sur le pilate et le yoga. Quelle est ton opinion là-dessus? Parce qu'on dit souvent que ce sont des sports de confort. Pourtant, ce sont des sports des activités où on brûle les calories quand même. Oui. Et puis le pilate, ça peut être très actif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on met souvent dans le même panier des choses qui sont parfois très différentes là-dessus. Donc moi, j'en pense du très bien. C'est-à-dire que si effectivement, en plus sur le côté on a parlé tout à l'heure de l'équilibre, la notion de souplesse, la notion de mobilité. Et plus on avance dans l'âge, et plus c'est un critère qui est important. Absolument. Et d'ailleurs, l'équilibre, elles sont nombreuses à un moment. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il y a le côté endurance, il y a le côté force musculaire et il y a le côté mobilité, souplesse. Et ça, sur ce critère, le yoga, le pilate, c'est très bien, mais c'est complémentaire. Ça ne va pas vous affranchir du reste. Donc l'idéal, c'est de faire de tout. Si vous pouvez, c'est parfait. Mais si vous dites, je fais du yoga, très bien. Ça pas que du yoga. Voilà, ça ne remplacera pas tout ce qu'on a vu. Exactement. Ouais. Ok. Vous avez une question là, que faire pour la rétention d'eau? La rétention d'eau, d'abord, il faut contrôler. Alors, une molécule de sel, une molécule de sucre, 2 molécules d'eau. D'accord? Donc, pas d'eau minérale. Je vois ton eau minérale, Anthony, pas trop salée. Non, tu es un athlète, c'est pas pareil. On peut rien te dire. Tu peux même pas râler. Mais là, ce qu'il faut, c'est pas d'eau minérale salée. Parce que l'eau minérale salée, une molécule de sel, vous savez que pour traverser le désert, il vous faut de l'eau et du sel. Sinon, vous allez évaporer toute l'eau que vous avez bu. Le sucre, c'est la même chose. Le sucre, en osmose, il va attraper de l'eau et on a de la rétention d'eau. Maintenant, il y a tous les problèmes liés aux troubles veineux, troubles de retour. Si on a un gros ventre, par exemple, on comprime le retour veineux, donc c'est plus compliqué. Et on peut faire effectivement de la rétention d'eau. Mais il faut, avant de faire ce diagnostic, il faut savoir si on a une bonne fonction rénale, si on a des bons électrolytes, si on a fait un ionogramme sanguin. Il faut voir son médecin. Ok. Et le tai chi,
Pareil, alors Tai Chi, même pour d'autres bénéfices, mais notamment sur l'amplitude au niveau Mouvement, pulmonaire, du mouvement, etc. J'en pense du la prénom. respiration. La Ouais, respiration. et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas respirer. Et moi, je m'inclus dedans. Alors, j'ai eu des péricardites, myocardites, donc j'ai un antécédent qui fait que c'est plus fragile de ce côté-là, mais c'est un très très bon moyen de réapprendre à respirer. Donc, simplement, ça ne se substitue pas à tout ce qu'on a vu, quoi. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quel que soit le sport et l'activité physique que vous faites, demandez aux coachs qui vous apprennent à respirer. Quand par exemple vous faites de la natation, il y a une régularité dans le crawl, dans le dos, dans la brasse. La respiration fait tout en natation. Parce que vous pouvez être épuisé au bout de deux allers-retours. Si vous ne savez pas respirer, si vous ne savez pas expirer, surtout en crawl, c'est l'expiration qui est très importante parce que souvent les gens s'étouffent. Ils prennent de l'air, et puis à un moment, ils sont obligés de s'arrêter. Donc, il faut apprendre à respirer. Le respiratoire, c'est toujours lié au cardiovasculaire. La performance du cardiovasculaire, elle est liée au respiratoire. Et donc, le coach, il le sait, lui. Vous ne le savez pas. D'accord ? Et moi, je suis un peu sportif, mais je sais que j'ai dû réapprendre à respirer. Parce qu'après, on prend de mauvaises habitudes. À tout niveau, et ça, je pense qu'il y aurait une émission sur la respiration à faire, mais je rebondis sur ce que tu dis au niveau de la natation, et pour être nageur voilà, historique, effectivement, beaucoup de gens gardent la respiration quand ils nagent. Surtout pas. En fait, on revient toujours à la même chose, au mouvement. C'est-à-dire que vous inspirez quand vous allez, je vais faire le geste du crawl, mais quand vous êtes sur le côté, et vous expirez quand vous êtes dans l'eau. En fait, il n'y a pas de cycle il y a pas de coupure. C'est-à-dire que vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, et vous n'êtes pas sur un blocage de respiration. Absolument. Et même parfois, il faut forcer l'expiration. Parce que vous avez des réserves qui s'accumulent parce que vous n'expirez pas complètement. Donc, il faut faire des bulles. Puis il y a plein de petits exercices de respiration. On parle de respiration en carré, etc. Voilà, il y a plein de choses pour apprendre tout ça. C'est passionnant. Hein. Franchement, je vous invite tous à apprendre ces mouvements. Le tai chi, effectivement, c'est un exercice, un sport qui permet d'apprivoiser sa respiration et donc de retrouver une forme de sérénité. Parce que quand on se respire bien, on oxygène bien son cerveau et on trouve une forme au bout de quelques minutes, on trouve une forme de sérénité. Le cerveau, il a besoin de sang et d'oxygène. Hein. Donc, voilà. Une dernière question, et on va conclure, Sébastien, parce que on n'est pas loin. À minuit, je dors. Exactement. Et Anthony aussi, je crois. C'est un sportif, il sait que le sommeil, c'est très important. Sur la résistance à l'insuline, sur l'hormone de croissance, là, je pense que tout ce qu'on a dit là, si vous n'y associez pas le sommeil, vous n'êtes pas dans le trio gagnant, c'est certain. Exactement. Alors, tu peux choisis-nous, Sébastien, toi qui es l'homme de la... Il y en a plein des questions. Ah oui. Il y en a vraiment beaucoup. Après, ça parle beaucoup de cohérence cardiaque, ça parle beaucoup de respiration avec ce que vous venez de dire. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre de la whey? La protéine whey. Alors, la whey, c'est des protéines de lactosérum, ce qu'on appelle les fractions solubles. Si vous prenez une faisselle, vous avez le caillé, et le petit lait, c'est le lactosérum. Et donc, sans rentrer là non plus dans trop de techniques, dans le lactosérum, vous avez certains acides aminés qu'on appelle les BCAA, qui sont très importants dans le métabolisme musculaire. Et c'est vrai que c'est extrêmement à la mode aujourd'hui, notamment chez les jeunes, parce qu'il y a la mode de la salle, et qui dit salle dit whey derrière, c'est-à-dire de protéines, et qui sont des protéines dites rapides en termes d'action par rapport aux caséines, qui sont des protéines dites lentes. Et il y a cette richesse en acides aminés de type BCA. Donc, sur le papier, j'en pense plutôt du bien, dans le sens où vous apportez une vingtaine de grammes de protéines avec des acides aminés de qualité. Et en fait, ce qui est plus important avant de parler d'acides aminés ramifiés, c'est de parler de quantité suffisante de protéines. Et ça, vous allez en salle de musculation, en salle de gym, etc. Vous avez plein de personnes qui prennent des BCA en gélule. Et ils ne mangent pas assez de protéines. Et voilà, ils mangent ça un peu comme des bonbons, alors qu'en fait, tant que vous n'avez pas un bain d'acides aminés essentiels, c'est-à-dire une vingtaine de grammes de protéines, ces acides aminés ne joueront pas leur rôle fonctionnel supplémentaire. Donc, c'est vrai que la whey, elle présente cet intérêt d'avoir et des protéines
en quantité suffisante et ces fameux acides aminés fonctionnels. Après, il y a la question de la tolérance à la protéine laitière, et notamment sur un intestin qui a été fragilisé, et on parlait tout à l'heure d'inflammation de bas grade. On peut avoir ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale, et un des facteurs, c'est malheureusement l'activité physique par les mécanismes qu'on a évoqués. Donc moi, je suis prudent chez des gens qui ont des problématiques d'ordre d'inflammation de bas grade, parce que ça peut être à limiter, mais il faut absolument pas le voir comme quelque chose d'indispensable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de whey, vous prenez pas de masse musculaire, etc. Voilà. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure, vous mangez des œufs après votre petit déjeuner, vous mangez de la volaille, du poisson le midi, vous avez des légumineuses, etc. On a facilement une vingtaine de grammes en post-effort dans votre repas, et ça suffit dans la très grande majorité des cas. Si vous êtes en hypertrophie, c'est-à-dire que vous voulez prendre de la masse, vous êtes à 2 grammes par kilo de poids corporel, oui, ça peut vous aider parce qu'on va rajouter une collation, etc. Mais c'est un cadre quand même spécifique. Voilà, c'est pas... Anthony, je voudrais t'entendre sur un point, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le keto. Faire de l'exercice lorsqu'on est en cétose, enfin en régime. Qu'est-ce que tu en penses? Ou en tout cas, si tu es favorable, quel type d'exercice? Parce que c'est quand même, il y a un problème d'acidité aussi avec le keto. Oui, alors c'est des vastes sujets à chaque fois qui demanderaient du... 2 jours, on a 2 jours. Minimum, ça me va. Mais si je dois simplifier, le cétogène, on a parlé tout à l'heure l'hybride avec l'électrique. Thermique et l'électrique, oui. Voilà, et le thermique. Bah là, ça serait du diesel si on comparait l'essence super avec le diesel. C'est-à-dire que ça permet à l'organisme de fonctionner sans la contrainte du glycogène dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est un avantage certain dans la vie de tous les jours et chez les sportifs. Donc ça a été très à la mode, notamment dans les sports d'ultra-endurance. C'est né aux États-Unis, il y a une vogue il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années en France. Vous avez peut-être entendu parler des cyclistes du Tour de France, etc. Il faut savoir que c'est un modèle qui est très intéressant sur de la faible intensité. En fait, si vous voulez monter en intensité, vous avez des adaptations enzymatiques, je ne vais pas tout détailler, qui font que vous répondez mal à des sprints, à des efforts en résistance, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas, mais là, les publications sont très claires. Si on parle de performance stricto sensu, il y a plutôt une perte de performance. Par contre, il y a des gens chez qui le cétogène va faire du bien, notamment sur l'inflammation de bas grade, et qui vont améliorer leur performance. Parce qu'elles étaient mauvaises avant. Voilà, c'est deux mécanismes différents. Il y a l'augmentation intrinsèque de la performance chez quelqu'un qui va bien, et il y a quelqu'un qui va mieux et qui, de ce fait-là, augmente ses performances. Et dans ce cadre-là, un modèle cétogène qui va être bien mené peut être intéressant. Mais dès que vous faites des sports avec de l'explosivité, de l'intensité, c'est pas le modèle de la performance, c'est certain. D'accord. Okay. Donc voilà, j'essaie de faire court, mais après, il y a cette idée qu'on doit manger plus de protéines quand on est en cétogène. Non, en fait, ce qui va induire l'augmentation du besoin... C'est l'absence de glucides. Oui, et puis la restriction calorique. C'est-à-dire qu'en isocalorique, le besoin protéique, il est le même, sauf au début, le temps de l'adaptation. Donc, beaucoup de gens se mettent à faire de l'hyperprotéiné en cétogène, avant tout parce qu'ils se lassent de manger des graisses, etc., où ils pensent qu'il faut manger plus de protéines, et notamment dans les sports, chez les gens qui font du sport, alors qu'en fait, le besoin protéique, il est pas plus important dès lors que vous gérez bien votre statut calorique. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement, si vous êtes en cétogène et que vous faites du sport, attention à cette double contrainte de déficit calorique qui va être induit par la pratique et par le changement de modèle alimentaire. Dans le monde du sport, on a aujourd'hui une classification qu'on appelle le REDS, ou le REDS, je ne sais pas, Réginald, si ça te parle un petit peu, mais oui. C'est un syndrome du déficit énergétique chronique. Oui. Et typiquement, c'est des femmes qui vont être en qui vont avoir un arrêt des règles, une perte de densité de masse osseuse, des troubles hormonaux, des troubles cardiovasculaires, etc. Des cheveux. Alors, aussi. on dit des femmes... Voilà, bien sûr. Et les hommes sont aussi de plus en plus touchés, pas au sens où c'est une prévalence, au sens où c'est plus fréquent, c'est qu'il y a aussi une sorte
de démystification un petit peu de tout ça. Mais c'est un autre sujet, donc là aussi, je fais court. Mais on le voit chez des athlètes qui sont en cétogène, et notamment des femmes, et qui font du sport, c'est un très, très gros risque de REDS, parce qu'en fait, il y a un déficit calorique. Donc, c'est le point de prudence que je donnerais. C'est la limite, mais qui font du sport, on est d'accord. Hein. Oui, voilà, là, on parle d'un sportif régulier à 3-4 séances par semaine. Exactement, pas Et une dernière question pour moi, pour ma gouverne, c'est la marche. Parce que moi, je suis un adepte de la marche nordique. Je suis très peu adepte de la marche. Je dis qu'un homme, il est fait pour marcher. Un homme, une femme, il est fait pour marcher. Il est optimisé pour la marche. Donc, on ne sort pas de sa zone de confort quand on marche. C'est bien entendu très sain de marcher. C'est très bon pour le système lymphatique, voilà. Mais ça n'est pas à entrer dans le cadre de l'exercice physique. Sauf si on fait de la nordique, parce qu'on fait de la nordique, on pousse derrière le bâton. Parce que je rappelle que la nordique, c'est pas de mettre le bâton devant, c'est de mettre le bâton derrière et d'utiliser son triceps. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Que ce sont deux choses complémentaires. C'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que la marche, elle est extrêmement bénéfique, elle est nécessaire, au sens… et il y a plein de penseurs qui trouvaient justement toute leur réflexion à la marche, etc. C'est pour ça que je vous recommande vraiment le livre d'Alexandre Dana, La chaise tue, et qui en parle. La chaise tue, ouais, le titre est beau. Hein. Très bien trouvé. Et, le canapé tue aussi, mais bon. Et très bien écrit d'un point de vue journalistique. Il y a plein justement, il met en avant très très bien les bénéfices de la marche. Mais c'est autre chose que tout ce qu'on a évoqué là, qui est l'importance de sortir de la zone de confort dont on a parlé tout à l'heure, avec des types d'efforts. Donc j'en pense du très très bien, mais c'est les deux et c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Absolument. La chaise tue, je crois que Marion Kaplan en a parlé hier. Ouais. Et en fait, je crois vraiment qu'il faudrait que vous lisiez ce type de livre, parce que il faut entrer dans votre nouvelle vie. Votre nouvelle vie, c'est l'exercice. Et je pense que, et alors là, je suis un peu mégalo, je pense que la nouvelle vie de notre pays, c'est de faire retourner les gens au stade, dehors, faire de l'exercice. Et la France n'est pas mauvaise dans ce cadre-là. D'abord, la France est la seule que je crois avoir du sport-études, ce qui fait que les sportifs français sont plutôt bons dans les compétitions. Mais il faut vraiment que ça devienne presque une vocation nationale, de refaire de notre pays un pays dynamique, un pays qui sort, un pays qui bouge. Donc voilà, mais bon, ça, je me prends pour ce que je ne suis pas. Donc, on a du travail sur… on a du boulot. C'est clair. Anthony, Réginald, ce que je vous propose, du coup, nous, on reste encore un petit instant avec Réginald, mais Anthony, si tu peux nous dire un petit mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour tout ton temps. Oui, c'était top. Vraiment, c'était incroyable tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci, je vous renvoie le remerciement. Merci à Réginald, c'était très agréable d'avoir ce petit duo, et je pense que je ne sais pas comment les personnes l'ont vécu, mais je trouvais ça très fluide et autres, donc vraiment très agréable. Merci Sébastien aussi pour la modération. J'ai envie de vous dire, je vais faire ma petite 30 secondes de publicité. Si ce que je vous ai fait, je vous ai dit, vous intéresse, j'ai écrit pas mal de livres, mais un notamment qui s'appelle « Du bon sens dans notre assiette ». Je pense qu'il peut intéresser peut-être un certain nombre de personnes. Chez qui tu l'as écrit? Actes Sud. Actes Sud. Oui. Alors, j'ai 41 préjugés déconstruits par un nutritionniste aussi, qui est chez Actes Sud, qui est un peu plus vulgarisé. J'en ai un qui est beaucoup plus technique, qui est chez Duno, plus scientifique. J'ai plus de 1000 pages et 10 000 publications. Il s'appelle « Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable ». Et j'ai un podcast qui est sorti depuis peu de temps, qui s'appelle, à mon nom, Anthony Berthoud, vous pouvez trouver facilement. Et puis, j'ai un organisme de formation pour les professionnels d'entre vous, professionnels de santé, peut-être professionnels du sport, qui s'appelle la nutrition systémique. Donc, et ça, tu le fais où? Alors, c'est un format blended learning, c'est-à-dire que c'est du e-learning, de la visio et du présentiel à Paris. Il y a des formats e-learning en autonomie totale. C'est en fait comme un DU, quoi. Oui, alors je coordonne des DU, j'interviens dans différents DU, mais là, c'est vraiment hors université. DU, diplôme universitaire, voilà. Mais c'est un programme qui va jusqu'à 1000 heures de formation, 470 jours pour ceux qui veulent aller vraiment jusqu'au bout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a différents supports pour suivre un petit peu. Très bien, c'est très utile, surtout pour mes confrères.
Ah bah, il y a énormément de médecins. Parce qu'aujourd'hui, je dois dire que beaucoup de médecins sont les plus agressifs sur la nécessité de faire de l'exercice. Les médecins, il y a vraiment un consensus parmi tous nos confrères sur l'exercice et les bienfaits de l'exercice. Exercice et nutrition. Voilà. Ouais, de toute façon, il ne faut pas dissocier les deux. Exactement. Et puis le sommeil, on a parlé du sommeil, donc voilà, je vais conclure. Je vous remercie en tout cas pour votre Merci à toi, c'était un très très beau moment. Ouais. Merci beaucoup Anthony. Bonne fin de soirée avec. Ouais, merci beaucoup. Vous avez fermé le petit onglet et c'est automatique. Ok, allez. Allez, merci, à très vite. Ben voilà, Réginald, super. Voilà. Donc on conclut brillamment nos trois séances. On a eu une première séance purement alouchienne, on va dire, sur la nutrition et l'intérêt de l'exercice. On a eu une séance avec Marion Kaplan sur les antinutriments et sur les problèmes liés à certains aliments qui pouvaient s'opposer à la perte de poids durable. Ouais. Et puis là, on termine avec un des éléments les plus importants qui est l'exercice physique, parce que l'exercice physique, c'est l'alpha et l'oméga de la perte de poids et surtout de la non-reprise de ce poids. Voilà, donc je remercie Anthony et Marion Kaplan d'avoir participé à ce sommet de la nutrition. J'espère que ça vous a tous plu. Moi, ça m'a plu. Voilà, donc ça m'a plu. J'avais dit à mon épouse minuit. Bon, donc c'est un peu plus tôt. Mais voilà, bravo Sébastien, bravo à l'équipe, parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je parle pas que de moi, mais il y a eu beaucoup de boulot derrière. Et donc, voilà, c'est un sujet, je pense qu'on pourra en parler des jours et des jours. C'est clair. C'est un sujet fondamental. Pour voir vos arrière-petits-enfants, il faut écouter ce genre de sujet. Alors, encore une fois, nous, on ne détient pas la vérité, on tient une piste qu'on a développée pendant ces 3 soirs. Il peut y avoir des choses bien mieux que nous. En tout cas, ce qu'on vous a présenté, c'est de l'expérience. Vous avez vu, tous les gens qui vous ont parlé sont des gens qui ont de l'expérience. Pour Marion, parfois personnelle. Et on a des convictions. Voilà, c'est notre conviction. Donc, si ça vous a plu, on est ravis. Et si ça peut vous aider à mieux comprendre, et parce que si vous comprenez mieux, rappelez-vous, le cortex frontal, lui, il va plus se comporter de la même façon, il va plus se laisser avoir par le noyau de la récompense, le sang de la récompense, le noyau au combat. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et Réginald, avant qu'on termine, après moi, je vais recevoir Olivier, un autre abonné de la masterclass qui va encore témoigner sur son histoire et son parcours. D'accord.